Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis 19h, 21h sur les ondes de Move et en simultané sur Twitch. Tout au long de cette saison, on aura le plaisir de recevoir des acteurs de l'industrie du manga, des éditeurs, des mangakas, des comédiens de doublage, des journalistes, des passionnés du manga. Bref, à la fin de la saison, le monde du manga, justement, n'aura plus de secret pour vous. Aujourd'hui, avec moi dans Yatta, Frédéric Padé alias Olkari. Comment tu vas ? Kikou. Je m'attendais pas à Kikou. Mais c'est très bien, tu as le pull de Freddy Krueger, c'est pas mal. Non, de Charlie, frère. Ouais, entre les deux. Ouais, entre les deux, vas-y. Oh, frère. Des poneglyphes avec toi tout à l'heure. Ouais, totalement deep. Le bail est loin. Tu nous te rappelles dire surprise de ouf. Ah bon ? Ouais, tu vas crier. Ah bon Comme Aline, pour qu'elle revienne. Oh, c'est une blague pour les vieux. C'est une Oh blague là vieux, là, vraiment, vous l'avez entendu, elle est à moitié malade, à moitié pas malade. J'allais dire Soso, mais oui, Soso, Sophia Duquesne. Soso, comment tu vas ? Aujourd'hui, on va m'appeler Sophia Di Vador. C'est vrai que là, t'es pas au top de ta forme. Non, je suis pas au top, mais je suis là pour Imitsu. Et j'espère que je vais pas parler comme Stevie de Malcolm sur la chronique. Donc comme ça, l'émission risque... Je sais qu'il y a personne derrière, mais l'émission risque d'être longue. Ouais, ça va être... Et surtout qu'il est chargé, celui-là. Ah, bon, mais il est chargé en connaissances. Ah, mais comme toujours, et c'est ça qui est bien avec toi. Oui. Valentin Paco est avec nous. Yeah. Bah écoute, nickel, de retour. Je voulais faire un LOL, mais du coup c'est un peu décalé par rapport au Kikou. Ah bon, c'était mais quoi l'idée là. Tu voulais dire quoi, toi ? LOL. Ah, Kikou LOL. Ah oui, d'accord. Cette émission va être longue, je vous le dis clairement. Un Nani avec toi aussi ? Ouais, sur Kaiju 8 parce que honneur à Crunchy. Exactement, honneur à Crunchyroll, puisqu'on reçoit Jérôme Manceau, directeur marketing de Crunchyroll. Comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va très bien. Bonjour à tous. Est-ce que t'as aimé les petites vannes qui sont passées là, qui sont ouais, au ça ras va des dans pâquerettes, l'ambiance, je vois très bien à quel niveau maintenant il faut L'ambiance se situe. 1900. Est-ce Faut que s'adapter, mon grand. tu sais maintenant dans quel bourbier tu es. Donc du coup, on parlera du métier de directeur marketing avec toi. On parlera aussi de la plateforme Crunchyroll, de la Fall Season, et puis on dira certainement quelques mots sur la fin d'un manga dont tu portes le t-shirt, mon cher Valentin, sur la fin de l'attaque des Titans. En deuxième partie d'émission, on recevra Chelingo, qui est un rappeur anglais et qui a fait une collab d'ailleurs avec Crunchyroll. On en parlera tous ensemble. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bonjour à tous ceux qui nous regardent sur Twitch. Bah, si tout le monde est prêt, et bah Yatta, c'est parti. Yatta. Ouais. On le gardera, tu vois. Alors là, elle est en train de s'étouffer parce qu'elle a voulu faire un super Yatta. Alors du coup, Jérôme, chaque début d'émission, il y a un hype ou pas hype. Ce sont 3 news qui sont tombées durant la semaine et puis dont on va discuter tous ensemble. Alors, la galerie bande dessinée à Bruxelles, c'est une galerie d'art du coup, expose et met en vente des dessins originaux de l'animation de Naruto. Donc c'est jusqu'au 18 novembre à Bruxelles. Est-ce que, ma chère Soso, une éventuelle, j'ai envie de dire, une exposition comme ça sur Paris, ça te plairait énormément et tu dépenserais tout ton argent pour avoir tous les on va dire les dessins d'Itachi. Moi, mon problème, c'est que je prendrais pas que Itachi. Donc, mais totalement hype. En fait, justement, je sais qu'elle avait lieu en Belgique. Et j'étais en mode, oh, mais pourquoi ils font pas ça en France ? Franchement, je serais trop hype. Je trouve ça super intéressant. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de matière à voir par rapport au studio Pierrot. C'est la première galerie d'art à faire ça en Europe. Hein. Non, mais c'est incroyable parce que du coup, on voit que ça avance sur le fait de donner de la légitimité à ce milieu-là. Surtout en Europe et franchement je suis très hype, donc j'ai hâte qu'il déplace ça à Paris. Je pense qu'il y aura énormément de monde. Ah bah, j'espère bien. On en parlera avec Frédéric Lorge, donc qui a l'initiative de cette expo. Jérôme, est-ce que ça te hype un petit peu ? Complètement. Non mais moi de toute manière de base je suis un peu collectionneur de ce genre de choses. Sur de la beaucoup BD, de dessins chez toi ? Ouais, j'ai pas mal de dessins de BD, aussi de dédicaces pour le coup d'auteurs japonais. Quelle chance. J'aime beaucoup. Non mais effectivement quand on travaille dans ce milieu-là, on a certains accès, mais c'est vrai que avoir des originaux, en fait c'est plus que
l'objet en lui-même, c'est l'histoire derrière Ouais. et qui est intéressante. Et ce que je trouve aussi intéressant dans cette exposition-là, c'est que c'est une galerie d'art. Ouais. Et on n'a pas l'habitude que ce soit des endroits un peu plus institutionnels comme ça qui relayent l'animation japonaise. Et ça, c'est bien. Ça montre que c'est de plus en plus ouvert auprès de nouveaux publics et pas uniquement un public de visiteurs, mais aussi le public des galeries en elles-mêmes. Exactement. Donc ça, c'est intéressant. C'est vrai. Tu as ce genre de choses dans ton salon, genre des kunai, des trucs, non? Alors, j'ai pas de kunai, non. Toi, t'es trop encore. dans la violence. Bah Diff, tiens, est-ce que ça te hype une galerie d'art? Bien sûr, moi ça me hype, c'est pour The Legacy, tu vois. Exactement. Donc ça me plairait d'aller là-bas avec mon fils. C'est jusqu'au 18 novembre. Ok. Galerie d'art, galerie de la bande dessinée, pardon, à Bruxelles. Valentin. Moi, je suis super partant parce que, comme tout le monde l'a déjà dit, ça légitime un travail de fond qu'on fait depuis longtemps. Ça remet le mot art proche du manga Exactement. et ça valide complètement ce que c'est. Alors là, c'est des celluloïdes de dessin animé, mais ça valide aussi les planches. On commence à avoir de plus en plus d'expos, notamment merci à Angoulême pour un travail de fond incroyable. Et petit à petit, l'écosystème ne va faire que grossir, que gagner en légitimité. Et comme le dit Jérôme, ça va permettre de structurer, on l'espère, un marché, que ce soit des ventes de repros, parce qu'on avait aussi des petites repros qui commençaient à arriver, des lithographies et des originaux qui ont une plus-value. Sachant que le gouvernement japonais vient de passer une loi pour essayer d'en garder un maximum de manière patrimoniale au Japon et de passer un budget pour ça. Donc à voir comment ça va évoluer dans le temps, mais en tout cas c'est super comme reconnaissance. Et bravo à Frédéric Laure, je le répète, qui est à l'initiative de cette expo. On l'a appris cette semaine, ce sera pour novembre 2024, la saison 2 d'Arcane. Donc Arcane, cet animé qui est tiré du jeu vidéo League of Legends. Donc on suit deux sœurs, Jinx et Vi, qui l'une a vécu dans les quartiers hype d'une ville, l'autre a vécu dans une ville, on va dire, enfin... dans une ville où c'est pour les pauvres, en gros. Un bidonville ou C'est un bidonville, on peut le dire comme ça. Et puis elles vont s'affronter dans un monde où la technologie et la magie se mélangent et font loi. La saison 1 était très bien, super bien animée. On attendait tous la saison 2. Diff, est-ce que ça te hype? Moi je connais rien au jeu League of Legends. Ouais. Et j'ai regardé Arcane, j'ai crié chez moi. Torse nu, tous les bails. J'étais sûre que C'est tu allais dire que t'étais tout Non, Oui, c'est- pour que Jérôme soit au courant, Diff est souvent torse nu. Non, Ok. c'était lourd de fou. avec des kunai. Et Comme dans les Des mangas, kunai. quoi. Mais exactement, Finalement. exactement. Ça y est, un shonen. et j'attends la suite de fou. Ouais. Et ça m'a pas donné envie de jouer au jeu pour autant. Hein. Bah, je crois que ça se ressemble pas trop en fait. Pas trop. non. Ouais. Ok, donc en vrai, je peux m'en contenter. Ouais, tu peux te contenter. J'attends la suite au calme. Donc c'est pour un an, c'est dans un an. Bien. Valentin. Techniquement déjà un gros cocorico, parce Oui, que c'est c'est quand français. même une production française et c'est incroyable, c'est une des plus grandes claques de l'animation quand c'est sorti. Superbe. Sur une production épisodique, parce qu'on avait l'habitude de reconnaître l'animation française sur des films d'animation. Et là, ça permet aussi de valider ce type de travail, est vraiment dingue. Donc moi je suis super partant, j'ai hâte de voir, parce que on sait qu'ils vont trouver un moyen d'aller encore plus loin. Donc Ouais. j'ai hâte d'en prendre plein les yeux. Soso. Bon, ça va me donner l'occasion de finir la saison 1 que j'avais pas terminée. Oh T'abuses En fait- du bail, chacal. Ouais, T'abuses je du sais, bail, je ça sais. fait En fait, 2 ans quand même. Mais en fait, je Presque. l'ai vu quand j'étais chez ma mère et que j'avais le Covid. Et du coup, c'était un peu dur de T'es survivre. souvent malade à cette époque de l'année quand même. Et du coup, mais par contre, j'étais assez subjuguée par l'animation. Et du coup, ça va me remettre dedans. Je pense que je vais recommencer la saison 1. Comme ça, je pourrais enchaîner. Mm. En fait, c'est vrai que peut-être je suis pas la seule, mais j'étais en mode oh lol. Genre, j'ai vraiment un rejet de lol de fou. Et en fait, je me suis lancée et j'ai fait ok, rien à voir. Et j'ai trouvé ça très très hypant. Il faut que je continue. Mais non, c'est totalement cool d'avoir ça parce que en plus tu parles de gap. J'ai l'impression que c'est un peu comme Miles Morales, enfin le Spider-Man, où justement sur le 2 on avait encore un autre gap, donc je pense qu'on aura à peu près la même chose. Et en vrai c'était pareil, c'était une grosse claque à ce moment-là, donc let's go Cocorico. Let's go Cocorico. J'ai envie de finir l'émission comme ça. Jérôme, est-ce que t'as mieux que Let's go Cocorico? Je vais essayer d'enchaîner. Vas-y, mais je t'en prie. Et non, mais je crois que tout a été dit sur cette série. Franchement, grosse claque quand c'est sorti. Moi, je trouve ça fantastique en fait que des même c'est Netflix, c'est une grosse plateforme, mais je trouve ça super qu'ils investissent dans de l'animé, de l'animation. Et de qualité. De qualité, Ouais. et qui fassent découvrir ça en fait à leur public qui est plutôt mainstream, de famille familiale aussi. Et je pense que ça peut servir à finalement tout le marché
ce qu'ils sont en train de faire, leur production, dont Arcane. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ne regardent pas forcément d'animation ou d'animé, qui ont regardé Arcane, parce que c'est un bon mix, j'ai trouvé, entre une animation qui est quand même assez occidentale et en même temps un peu orientale, je trouve, dans certains personnages. Et donc, c'est un bon mix pour les gens, pour une première approche finalement de ce que c'est que l'animé, pour ensuite passer sur des séries plus classiques entre guillemets de japonaises. Oui. Donc c'est vachement bien. On va passer chez Crunchyroll après. Voilà, j'ai envie, voilà, on peut le dire. Il s'agit que de ça. Il ne s'agit que de ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, je sais. On doit quand même dire, excuse-moi, Vas-y. la musique de Arcane. C'était Magnifique. quand même incroyable, on l'a entendu. Il y a l'opening déjà. Ouais. En parlant de musique, Youss, est-ce que cette musique vous dit quelque chose? C'est l'une des musiques les plus connues de l'histoire de jeux vidéo, Zelda. Et donc Nintendo a officialisé un live-action Zelda qui sera réalisé par West Ball. Alors West Ball, c'est celui qui a fait entre autres la trilogie Labyrinthe. Donc on est quand même dans un univers pas mal. Et c'est lui qui fait le prochain Planète des Singes qui sort en 2024. La question est simple, un live-action Zelda, est-ce que c'est hypant? Est-ce que vous voulez voir Link parler? Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, alors hype ou pas hype, plutôt entre les deux. Ouais. J'ai toujours une première approche assez positive des live action, parce que je me dis que ça peut vraiment bien rendre. On l'a vu là récemment sur le live sur One Piece. One Piece, alors bon, on n'aime pas, mais moi je trouve qu'il est vraiment bien réussi et c'est la meilleure adaptation d'un animé en live action à ce jour. Il peut avoir d'autres défauts, mais c'est la meilleure pour le moment, pour moi. Et donc je suis plutôt positif sur cette annonce-là. Maintenant j'attends de voir. C'est un peu toujours le même problème. On est d'accord. Moi je veux un caméo avec le Link de la pub qui a rappé dans les années 80. Parce que je veux ça. Tu me mets ça dedans comme ils ont mis le caméo de Donjons et Dragons dans le dernier film. Je serais ravi. J'ai besoin de ce petit morceau de fanservice. Et après, comme dit Jérôme, les adaptations, c'est toujours qui tout double. Ce qui compte derrière, c'est qui est au scénario, qui est à la réal. Là, pour l'instant, on n'a pas les noms des scénaristes, parce que c'est pas une seule personne, c'est une équipe. Donc, si c'est des gens qui sont aussi amoureux de l'œuvre que pour l'adaptation de One Piece, ça passera très très bien. Puis si c'est des gens qui sont aussi amoureux. Après, la réal est important. Et West Ball, l'univers de Labyrinthe, c'est un truc un peu fantastique aussi. Ça peut être pas mal, tu vois. Il y a beaucoup de. Il y a un gros potentiel, et contrairement à ce que plein de gens peuvent dire. L'univers de Zelda est super riche, en fait il y a plein d'histoires à raconter, donc... Diff sachant que c'est ton jeu préféré. Zelda, c'est Tilada, tu vois, et je ne traduirai pas. Oui, et en fait, depuis là, il n'y avait jamais eu de live action de... Non, il y a une série animée qui était pas folle. Même pas un petit raté dans les années 90, un truc comme ça, non? En tout cas, j'ai pas vu. Donc depuis, ils attendaient quoi? Alors du coup, c'est peut-être le moment de partir sur un pseudo Himitsu. Il y a eu une web série avec Felicia Days qui s'est inspirée de Zelda. Alors les enfants, bouchez-vous vos oreilles, parce que c'était le premier isekai en web série live action où tu avais un mec qui, comme Diff... il était amoureux de la petite fée. C'est la petite fée. Et du coup, il s'étrangle avec son contrôleur Super NES en se faisant plaisir, un petit peu comme comme Diff. C'est LeBron James. C'est ce qui semblait bien. Alors, je rappelle et que du cette coup, émission est il se réincarne dans le monde de Zelda, sauf que la fée est jouée par Felicia Days. C'est le moyen d'arriver dans un isekai. Et donc fait sa taille, et lui, il essaye de la pécho. Et voilà. Et donc on peut parler de live action Zelda, parce que c'est clairement inspiré de Zelda. On va dire, il n'y a pas eu. En tout cas, moi je valide tout Zelda et je suis hypé, j'attends avec impatience. Soso. Jamais de la vie j'aurais fait un Himitsu là-dessus. Ah non, mais il faut aimer les nanars, et ça c'est un super nanar. Mais sur Zelda. Mais sur Zelda, mi-figue, mi-raisin. Alors, si c'est aussi beau que les anneaux de pouvoir, mais pas avec une destruction de scénario des anneaux de pouvoir, c'est bien. Mais après, Link qui parle, ça va diviser. S'il parle. En plus, j'ai vu des gens qui faisaient des fan-made où ils ont mis Tom Holland avec le poney et tout. Mais moi, je sais pas. En fait, je sais que là, tout le monde est en mode One Piece live action, ça a marché. Venez, on fait tous du live action. Ouais. Bah, si ça peut être bien, pourquoi pas, mais ni figue ni raisin. Ça va être bien. Attendons. Face, notre producteur. Alors, justement, la team, en parlant de Zelda, un petit tour de table sur le casting. Vous voyez qui dans le rôle de Link? Oh là là là, pas Tom Holland, il faut arrêter de mettre Tom Holland dans toutes les adaptations. Moi je veux un inconnu.
Bernard Campan, Didier Bourdon. Bah, ils sont pas. Oh, bien. Ah voilà, C'est que voilà. j'allais J'allais dire premier degré. Passepartout. Tu vois, t'as chacun. Oh non. Bah je sais plus à qui je regardais. Timothée Chalamet, on s'est dit. Ouais, Non. j'aurais Il bien. faut- Il faut quelqu'un- plus jeune. il Il faut faut quelqu'un- quelqu'un de ouais, plus il faut jeune. quelqu'un Parce de que jeune. l'idée, c'est de pouvoir potentiellement lancer une franchise. Parce que tu as, oui. plein de suites à faire. Et donc, il faut que Ouais. ça soit quelqu'un de jeune. Et comme dit Soso, dans ce cas-là, quelqu'un qui n'est pas encore percé, ça sera plus Ouais, un efficace. petit jeune de Ouais, un 17 brand ans, new. 16, Un 17 brand new. ans, un petit truc Un comme brand ça. Ouais. new, c'est-à-dire que t'es prêt à miser sur un brand new, une grosse licence comme ça? Ouais, il y a Tu plein le mets de sur gens, ses épaules talentueux. Un brand new à fort potentiel, oui. Ah, ouais. Bien sûr. Tu vois quelqu'un, Jérôme, toi? Franchement, pas vraiment. Pas vraiment parce que dans ma tête, en tout cas, tu vois, Link, c'est difficilement transposable à quelqu'un de connu. Donc je rejoins Ouais. un petit peu, il faut une nouvelle tête, il faut un truc que personne connaît. Là, comme ça, tu vois, même des acteurs anglais, même des... En fait, pas facile, j'arrive pas C'est pas à mettre un simple. nom. C'est pas simple. Et Face, d'ailleurs, t'as quelqu'un en tête, toi? Honnêtement, je mi figue mi raisin comme Soso Ah et, ouais. et comme Jérôme, je sais pas du tout. Ok. Alors, il est trop grand maintenant, mais tu vois, au niveau visage, celui qui jouait dans Skins, le blond qui était gay là, dans Skins, je sais pas si vous avez la ref, mais en gros, je trouve qu'il lui ressemble pas mal. Mais il faudrait un peu le même délire, mais anglais. Voilà, un petit casting anglais, ce serait pas mal. Moi, j'aurais bien mis 50 Cent. Tu vois. Non, rien à voir, ok. Oh là là. C'est pour la version Isekai. Ce sera tout pour le. On finira là-dessus sur Je le hype développe ou pas, je développe Non, pas. ne développe pas, c'est bon. Ok. Merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine pour le hype ou pas hype. Jérôme. Ouais. Directeur marketing Crunchyroll. Europe, Middle East et Asie, c'est ça? Non, Europe, Middle East et Africa. Et Africa, oui, Ouais. je sais pas, je savais que ça commençait par un A. Je me suis trompé de continent. Et c'est pas grave, je rappelle que Crunchyroll, c'est quand même 10 millions d'abonnés. Plus de 800 titres à regarder. Vous pouvez passer des heures et des heures dessus. 12 millions, mais je te laisse... 12 millions oui. Oh bah 12 C'est millions. le moment flex. Tu peux y aller. Mais t'as 100% raison. Et si d'ici la fin de l'émission ça passe à 13, Oh, c'est chaud, n'hésite là, pas à le dire. Écoute, j'aurais peut-être eu un petit tweet, tu vois, un petit truc... Du coup, la question la plus bête au monde, mais comment est-ce que t'es arrivé chez Crunchyroll? Eh ben écoute, j'ai commencé à travailler dans l'univers du manga par Tonkam à l'époque. Moi je viens du publishing, donc du manga papier. Ouais. Et ensuite j'ai rejoint Kazé. Donc Kazé c'était l'ancien Quand ça Crunchyroll, on va s'appelait dire, ouais, quand voilà. ça s'appelait Kazé. Ça s'appelait Kazé. Ouais. Kazé sur le côté publishing encore une fois. Ensuite j'ai pris un petit peu plus donc sur le côté home entertainment, c'est-à-dire DVD et Blu-ray. Et ensuite Crunchyroll nous a racheté. On est en quelle année là? Quand Crunchyroll nous rachète, Non, juste avant, quand toi t'étais sur le publishing. j'ai commencé en 2013 2013, chez ok. Kazé. Et donc Crunchyroll nous rachète en 2000, il y a 4 ans je crois. C'est pas 4-5 ans. 2020? Ouais, 2000, non. Ah, ça, c'est le avant. 2019. rebranding. C'était Ouais. le rachat, c'était avant le 2019. Covid. Et, Ouais. Et ensuite, donc Crunchyroll arrive parce que pour racheter en fait les titres, les locaux, enfin les équipes aussi en France et en Europe, parce qu'on a des équipes aussi en Allemagne, au UK. Et donc, depuis que Crunchyroll est arrivé, je m'occupe maintenant du manga, du home entertainment, mais aussi des films au cinéma, Ouais. de la plateforme évidemment, et c'est déjà pas mal. C'est déjà Voilà. très bien. Et du coup, en quoi consiste le métier de directeur marketing? Alors, vaste question. Faire en sorte que tout fonctionne, j'ai envie de te dire. Comment ça fait hein? Donc, C'était un peu plus Si de on détails, peut surtout pour nos auditeurs. qui nous résumé, écoutent. Ouais. non, mais en gros, on va pas parler forcément du métier de directeur marketing, mais l'équipe marketing en elle-même. Ouais. Son travail, c'est d'essayer de promouvoir les titres, donc le contenu qui est soit sur la plateforme, soit en manga, soit les films au cinéma, soit donc en DVD, et donc de faire connaître au plus grand nombre l'actualité et le contenu. Et du coup, question, c'est quoi la plus grosse différence entre les marchés français, allemands et anglais? Parce que le marché français, il est entre guillemets vieux, il est mûr, il est mature, tu parles pas de la même manière. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Il n'y a pas tant de différence que ça sur ces trois marchés-là. Il y en a un petit peu, mais pas tant. La plus grande différence, par exemple, sur l'Allemagne, le marché est mature, mais il est beaucoup plus concentré. C'est-à-dire qu'en France, on a tellement d'éditeurs, tellement de plateformes, etc. Ouais. En Allemagne, ils sont peut-être, allez, je vais dire une bêtise, 6 éditeurs de manga. Donc la part de gâteau, en fait, par éditeur, elle est beaucoup plus importante. Et en plus de ça, ils ont beaucoup plus de potentiel pour s'élargir encore. Le marché n'est pas arrivé encore à sa maturation. Mais
alors qu'en France, on a encore beaucoup de potentiel, mais il y a un marché qui est très important, c'est le deuxième après le Japon, c'est exceptionnel. Au UK, il y a encore, on est encore dans un autre marché. Le UK, il est assez... il n'y a pas eu, par exemple, le Club Dorothée, il n'y a pas eu toute cette première vague d'animés et de mangas au début, ce qui fait qu'on en est vraiment au début du marché. Donc, mais un marché qui a travaillé, mais qui a travaillé sur la notoriété. L'animé, la notoriété de l'animé, la notoriété du manga. Vous êtes que animé pour l'instant au UK. Il n'y a pas encore d'édition publishing. Non, on n'est que animé. En fait, alors le UK est un marché un peu particulier. Pourquoi ? Parce que la plupart du publishing, donc manga papier, vient des US. Ouais, déjà traduit dans la langue de Shakespeare. Exactement. Donc en fait, on va dire que le UK n'est pas un marché publishing en soi. C'est comme le français, le Canada, quoi. Pareil. Non, je veux juste dire, ça veut dire que UK, avant l'arrivée d'Internet, ils n'avaient pas accès aux animés, non. Ils n'étaient pas dedans, quoi. Ça fait. En fait, on va dire que le marché du UK a mis beaucoup plus de temps à arriver à ce stade-là. Tu peux voir ça un peu comme si le marché français avait mis 70 ans à se faire. Comme si on n'avait pas eu le Club Dorothée, quoi. Pareil. Ouais, c'est exactement ce que tu as pareil. dit. Mais du coup, tu travailles différemment un titre en France et en Allemagne ? Oui, définitivement. Définitivement parce que déjà, on va parler de budget. On n'a pas du tout les mêmes budgets, pas du tout les mêmes objectifs en France et en Allemagne. Les objectifs sont plus gros en France ? Bien sûr. Toujours, ouais. Bien sûr. Les marchés sont différents, donc en fait, tu positionnes tes objectifs en fonction de ton marché et de ton public. On va pas le travailler pareil parce que, je vais te donner un exemple tout bête. Déjà, en termes de localisation de titres, alors ce qu'on appelle la localisation, c'est la traduction dans la langue du pays. En Allemagne, ils ont culturellement une habitude d'avoir des titres très longs. Donc, de base, tu te permets de localiser un titre d'un animé ou d'un manga de manière plus explicite, plus longue, là où en France, on est plutôt sur des titres courts, plutôt impactants, punchy, etc. Donc, rien que ça, exactement. Rien que ça, en fait, c'est une différence culturelle que tu dois prendre en compte quand tu localises. Et après, en termes de marketing, c'est pareil, les actions sont pas les mêmes, le public est pas réceptif aux mêmes endroits, ce genre de choses. En même temps, le mot le plus long en allemand, il nous explose. Hein. En français, c'est anticonstitutionnellement. Ou non, il y en a peut-être un nouveau avec l'évolution, mais on est à moins de 30 caractères. En Allemagne, il est à plus de 65, le mot le plus long. Et c'est quoi le mot le plus long, du coup ? Je serais incapable de te le dire. J'étais resté sur Divider Faire le journalisme. Pas d'infos. Pas d'infos, Valentin. Je refuse de parler allemand. C'est le mec. J'ai oublié. Parle-moi un peu du marché africain. Alors, le marché africain, il est assez compliqué. Alors, on va dire Afrique centrale et Afrique du Sud. On est sur le marché nord-africain, il est encore différent. Mais c'est un marché qui, on va pas se mentir, il y a beaucoup de pirates. Il y a beaucoup un usage qui est complètement différent. C'est compliqué pour nous, à l'heure actuelle, d'investir sur ce marché-là. On y vient, on a beaucoup de réflexions chez nous, mais c'est difficile parce qu'il faudrait changer l'usage. Mais après, il y a une question de... c'est peut-être un peu moins fun là, mais de porte-monnaie. Mécaniquement, les gens là-bas n'ont pas forcément les mêmes... Et je parle même pas en termes de pouvoir d'achat, je parle juste en termes de dépenses. Il y a quand même peu de cartes bancaires. Et nous, notre plateforme, tu ne peux y avoir accès qu'avec une carte bancaire. Il y a d'autres moyens, tu peux acheter des cartes en magasin avec des codes, etc. Mais c'est pas l'essentiel de nos abonnés. Donc, comment passer ce frein, tu vois, de l'abonnement? Pour le moment, c'est compliqué à travailler. Vous avez réussi à le faire en France. On est quand même le pays où il y avait énormément de streaming illégal ou téléchargement illégal. Vous avez quand même réussi à imposer ça en France? Oui, mais il y avait pas la barrière de l'achat en France. Donc en fait, tu peux travailler, tu peux évangéliser un petit peu l'animé, le fait que ce soit légal, le fait qu'il y ait plus de contenu, que ce soit plus accessible, etc. Bien traduit. Exactement. Non mais important, ça. Là, si les gens peuvent pas s'abonner, de base, ton travail il est différent. Alors, juste pour vous dire que Valentin m'a envoyé le mot allemand à prononcer. C'est absolument impossible parce... Non, c'est impossible. Il n'y a que des consonnes. Exprime-toi. Rinfled... Okay. Je peux pas le dire, en fait. Je vais le tenter, mais les cours d'allemand, ils datent d'il y a plus de 30 ans. Donc, Rinflechetik Klongus Schüberwuschgun auf
Ga Benu Vratsengut Sets. Ouais, donc 63 lettres. Et ça veut dire quoi exactement? Ouais, parce qu'il faut que j'aille là sur la suite de la fiche Wikipédia. On verra plus tard, on va plutôt continuer avec Jérôme. Quel enfer. Il y a un gros coup que vous avez fait, enfin vous avez fait plusieurs, mais il y a un gros coup que vous et que tu as fait, ça fait quoi, peut-être 1 an ou 2 maintenant, Kaiju numéro 8. Alors attends, du coup j'ai la réponse, elle est super intéressante. Ça rapide, veut dire vas-y. loi sur le transfert des obligations de surveillance et de l'étiquetage de la viande bovine. Voilà. C'est fait. Donc du coup, Sans transition. transition, revenons sur Kaiju numéro 8, parce que je dis toujours numéro 8. Comment est-ce que toi, t'as été impacté par ce titre et tu t'es dit « Oh, celui-là, on va le brander énormément parce que c'est un futur hit ». En fait, c'est plutôt simple, en fait, je t'avoue. Quand tu reçois un titre comme ça, c'est un peu comme... je sais pas comment t'expliquer ça. Tu sens que ce titre-là, en fait, il va fonctionner. Après, c'est à quel niveau il va fonctionner. Donc, quand tu sais que déjà, c'est un titre qui va fonctionner, le niveau que tu vas mettre, l'investissement que tu vas mettre, il est plutôt facile en te disant, bah, en fait, je sais qu'il va, je dis une bêtise, il va se vendre à 600 000 exemplaires. Bah, je vais essayer d'aller chercher les 800 ou le million. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est tout le travail marketing de sizer justement ton objectif et de te dire, OK, il y a des titres similaires, je vais essayer d'aller voir à combien ils sont vendus, ce genre de choses. C'est super intéressant de se dire, Kaiju, quand tu commences à le lire, il est classique, mais pourtant il fonctionne. Et dès le début, dès les premiers chapitres, ça tu peux te le dire. Et c'est pareil pour tous les éditeurs au final, parce qu'on parle de Kaiju, mais on pourrait parler de plein d'autres titres qui sont comme ça. Tu sais déjà que ça va fonctionner. C'est juste, OK, je vais mettre de l'argent sur la table, je vais investir, je vais motiver les équipes, on va penser à des choses un petit peu innovantes pour faire passer un cap à la série. Et pourquoi ? Parce que chez nous, on a cette stratégie, chez Crunchyroll, qui est un peu la seule sur le marché, de se dire, en manga, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on construit une audience quand l'animé va arriver. Ouais. Donc, si tu veux, on pense le manga déjà en tant que tel, parce que le manga, c'est important pour nous. Il faut que ça fonctionne, on a des objectifs de vente, et c'est un business. Hein, c'est voilà. un business, oui, bien sûr. Mais on pense aussi à l'après, de se dire, quand l'animé va arriver, j'ai déjà une audience de base, donc quand ça va arriver, on va encore élargir. Et on élargit encore d'autant plus que ton audience de base, elle est élevée. Et sur Kaiju, c'était le meilleur exemple parce que on a Kaiju et Mashle, je dirais les deux vraiment réussites en manga de ces dernières années chez nous. Parce que Mashle, on l'attendait moins. Et en fait, c'est le travail qui a monté un petit peu. Mais tu vois, moi je trouve que Mashle est peut-être plus classique que Kaiju, parce que Kaiju, on a quand même le protagoniste Kafka, qui a 30 piges. qui a déjà 30 ans, normalement ils ont 15 ans. 32. Lui, son intérêt, c'est surtout de pouvoir serrer une fille qui est dans l'armée pour tuer les monstres. En fait, on est sur un truc qui n'est pas si classique que ça, je trouve. Ouais, après ça, je pense que c'est une volonté éditoriale de notre service édito d'aller chercher des titres qui sont pas forcément classiques. Justement, on l'avait fait avec The Promised Neverland, où l'héroïne est une jeune fille. Ça se fait rarement aussi sur un shonen. Kaiju aussi est un exemple, tu vois, de choses un peu différentes qu'on essaye d'aller chercher. Et donc là, à l'arrivée de l'animé, dans Dandan aussi. À l'arrivée de l'animé, il y aura affichage sur la Tour Eiffel, un truc comme ça. Alors, j'ai demandé ça, mais légalement, c'est interdit. Ah ouais Ouais, on peut pas afficher sur la Tour Eiffel, mais on va réfléchir à autre chose. Pourquoi on peut pas ? Pourquoi ? Parce que l'État considère que c'est du patrimoine français et que tu peux pas mettre de la publicité sur la Tour Eiffel. Tour Montparnasse alors ? Quelle que soit la publicité ça fait que de tu veux l'affiche. faire. L'horreur. Après, le 4x3, il rend pas là. Non. Non, mais on a fait l'affichage. On va faire autre chose. Ouais, bah oui, vous avez déjà fait la Tu BNF. vois, un vrai kaiju qui débarque dans Paname. Mais arrête de vouloir vivre Godzilla et d'arriver tout nu avec ton kunai pour te battre avec. Ça suffit. Après, avec l'arrivée de Dan en animé, quand il arrivera, même si je sais que ça va être annoncé en décembre, c'est sûr et certain, hein, je serai là à la Jump Festa à Tokyo. Pas d'infos. Ah, moi, je serai là à Jump Festa, j'ai déjà pris mes semblerait billets, que tu c'est puisses bon. pas les dire de toute façon. De toute manière. Mais en tout cas, je pense que ça va péter. Est-ce qu'il y a un animé, quand il est sorti, qui a boosté les abonnements ?
sur Crunchyroll? J'avais posé Oh, la il y en a question. plein. Ah, pardon, Non, excusez-moi. non, t'inquiète. Non, mais c'est parce qu'on est connectés, c'est pour ça. Ah, voilà, c'est Il y, ça. il y en a plein. En fait, tu peux regarder tous les plus gros animés boostent les abonnements. C'est-à-dire l'Attaque des Titans, là, récemment. Jujutsu. Ça peut être Jujutsu Kaisen. Après, ça dépend des marchés, encore une fois, mais Blue Lock aussi. Tokyo on peut- Revengers ou pas? Tokyo Revengers aussi. Spy Family. Alors, faut juste dire que tous les animés qu'on cite là, ils sont sur Crunchyroll. Hein, Oui. Voilà. Oui. Pour vous dire. Exact. Faut dire le long mais listing. De la même manière que One Piece, par exemple, booste les abonnements de manière régulière. Il n'y a pas besoin en fait d'avoir une nouvelle série. Ouais. Les séries de catalogue, ce qu'on appelle les séries de catalogue, One Piece est un bon exemple. Ça booste les abonnements aussi. Parce que les pubs, d'autant plus. je me permets de te couper, mais il ouais. y a une pub Crunchyroll. Alors, c'est pas la pub pour la fall season, mais c'est une pub tout simplement pour Crunchyroll. Et on voit le moment de Luffy qui passe en Gear 5. Ouais. Ah bah d'ailleurs, oh là là, c'est incroyable. Ils sont C'est forts. juste derrière. Ils sont forts à l'AREA, c'est incroyable. Et donc du coup, vous choisissez, j'imagine, les extraits à mettre en vous disant, ouais, là, ça va ramener encore plus de gens. Sur les extraits, tu parles sur les Les extraits trailers, choisis pour sur, vous dire, voilà, vous voulez savoir ce que c'est que le Gear 5, et Ouais. bah venez chez Crunchyroll. Ouais, c'est important de encore une fois d'identifier les bons titres, Ouais. les titres forts et les moments ensuite à l'intérieur. Après, à chaque fois, à chaque saison, on essaye d'avoir une thématique un peu particulière, avec un regard un peu particulier sur toutes les saisons, quelles qu'elles ont en commun. Est-ce que ça va être l'action? Est-ce que ça va être, je sais pas, l'intensité, ce genre de choses, pour ensuite construire le storytelling derrière. Ah, puisqu'on est dans, du coup, il y a la fall season qui a commencé sur Crunchyroll, mais comment vous l'avez construite? Alors, la fall season, c'est un peu particulier et je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure avec Che qui va venir. a fait un morceau pour la fall season. Exactement. Donc, en fait, la conception même de la fall season, elle s'est faite alors, sur le trailer au travers d'un partenariat avec un rappeur anglais, donc Che Lingo, qui a créé un titre spécial, une musique spéciale pour le trailer qu'on a utilisé dans le monde entier. Ouais. Et en fait, c'est un petit peu ce vers quoi on veut tendre, c'est élargir l'animé en lui mettant des influences. Finalement, l'animé a influencé beaucoup de personnes, des artistes, des musiciens, Bien sûr. des réalisateurs, etc. Et ben, on voudrait essayer justement d'aller à l'inverse et de venir les faire rentrer dans l'animé, parce que l'animé est rentré dans leur univers, faire un échange comme ça. Donc c'est un peu cette direction-là qu'on prend en ce moment, et c'est un bon exemple. Et collab. sur les animés, on peut peut-être rentrer directement dedans, puisqu'on a parlé de l'attaque des Titans. Ça faisait longtemps. Émission J'aime bien parce familiale, que tu es malade, mais tu es quand même réactive, et c'est ça qu'on aime chez toi, ma chère Soso. Est-ce que le dernier épisode de l'attaque des Titans, c'est peut-être trop tôt pour le voir, mais c'est votre épisode le plus vu sur la plateforme? C'est trop tôt. Ouais. C'est trop tôt pour le voir. Les chiffres sont pas encore. Comment dire? En fait, il y a des épisodes qui sont là depuis des années, donc forcément que le niveau est pas. Parce que je dis ça parce que je sais que le serveur, en fait, il y a tellement de gens qui sont connectés en même temps, qui se disent ça y est, enfin, on va voir. On peut spoiler la fin du coup. On peut y aller. Bon, en tout cas, on va voir la quelqu'un fin. qui. Ouais, voilà. Allez voir la fin. Allez la voir. Peut-être Exactement. qu'on débattra Fais plus la semaine attention. prochaine. Et ils sont tous venus et pouf. Ouais, alors tu vois, c'est typiquement l'Attaque des Titans. C'est l'une des rares séries, je crois même que c'est la seule presque, qui met à mal la technique à ce point-là, derrière. Après, on a des super équipes et ils bossent tout le temps pour essayer de maintenir ce niveau-là sur les serveurs, sur tous les trucs. Mais il y a tellement de monde qui viennent au même moment pour voir la fin. Il y a tellement un engouement de toute une communauté de fans que, effectivement, c'est compliqué techniquement d'avoir autant de personnes qui viennent en même temps. Mais c'était l'histoire de quelques temps. Hein. Oui, bah oui. On a récupéré, tout va bien. Évidemment. J'aimerais qu'on parle dans les animés de la fall season. Moi, un manga qui m'avait hypé au début, et une animé qui m'avait hypé au début, et au fur et à mesure de la saison 1, j'ai un peu lâché. Je te parle pas de Jujutsu Kaisen, on en Jamais parlera de la après. vie. Non, je parle de Impossible. Spy Family en fait. Ouais. Spy Family, je trouvais l'idée super de cette famille montée de toutes pièces, personne ne sait qui est qui, et que Lloyd, donc le protagoniste, doit déjouer un complot mondial, et que chaque membre de sa famille en fait a un pouvoir spécial et fait un truc spécial. Et au final, j'ai l'impression que ça s'est transformé un peu en tranche de vie de Anya, donc la fille, Anya dans son école, et on a perdu
j'ai l'impression que tout le sens et tout le côté espionnage. Moi, je vous parle de mon ressenti sur la saison 1, sachant que j'ai pas lu. La saison 2, je l'ai pas encore commencé. Est-ce que toi, tu l'as commencé et est-ce que tu peux me donner envie de continuer la suite? Te donner envie. Déjà, je te trouve Ouais. un peu dur. Mais Ah. bon, on va. Titre. J'ai failli la faire, Ouais, mais je me suis savais. dit, calme-toi. Ok, faut que je fasse attention. Ouais. Non, lâche-toi, c'est génial. Non, je te trouve difficile sur Ouais. sur Non, mais le tu t'es bien repris. sur le titre en lui-même. En fait, l'idée de cette série, Ouais. je trouve que c'est le rapport de cette famille et d'essayer de vivre une vie normale Mhm. alors que ce n'est pas une famille normale. Et en fait, le pitch, il est là plus que je dois sauver le monde, plus que toutes ces choses-là. Et donc, c'est le décalage entre le quotidien normal qu'ils vivent et la normalité des personnages. Ouais. Et c'est ce décalage-là qui est intéressant. Et en fait, dans toutes les situations qui se trouvent, quelle que soit la saison et quels que soient les épisodes, qui se retrouvent en fait. Et c'est le comique de ces situations-là qui est intéressant. Donc pour moi, si tu veux, il n'y a pas du tout de... En fait, je lâche à un moment donné parce que c'est le ressort scénaristique, il est toujours là. Tu prends toujours autant de plaisir à voir comment ils vont réagir parce qu'ils réagissent forcément différemment de toi. Et c'est quelque chose que tu pourrais même te dire, tiens, j'aimerais bien réagir comme eux à ce moment-là. Moi, en fait, après, excuse-moi, je sais pas, t'allais réagir, Soso, c'est Non, ça? j'allais dire, Ah. en fait, Spy Family, faut pas le voir comme un shonen d'action pure. Ah non, mais Faut plus. Ouais, non, mais dans le sens où j'ai capté qu'en fait, cette œuvre, même si on a envie de savoir un peu le dénouement, est-ce que ça va finir comme Mr. et Mrs. Smith, quand est-ce qu'ils vont apprendre que l'un et l'autre, c'est quoi leur métier. Je pense que ça va arriver à un moment donné, mais là, on est sur aussi un esprit safe place, en fait. Spy Family, c'est une safe place. C'est un moment où, forcément, c'est dur et tout, machin. Il y a plein de moments qui sont compliqués avec le travail de Lloyd ou même Yor. Mais le Yor, côté sa femme. déjà, ouais, voilà. Mais après, il y a le côté Anya à l'école qui est toujours très drôle. Et moi, je trouve que c'est un peu cet instant un peu safe place au milieu de tous ces animés où ça envoie de la pâtée. J'aime bien. Moi, ça du me... pâté. Du pâté. Ce qu'il faut voir, c'est le contexte aussi. Hein. C'est pourquoi Valentin. Lloyd fait ça, parce qu'on est sur un monde en pleine guerre froide. Ouais. Donc c'est le contexte de Berlin qui bien sûr. n'est pas Berlin pendant la guerre Pas froide, du qui est tout. une autre ville et Oh, bien un sûr. autre moment de l'histoire. Et- Mais pour montrer justement comment on peut survivre et comment en fait la nature humaine fait qu'on peut s'adapter et s'en sortir. Et dès le départ, ils te disent que ça va durer plusieurs années parce que la mission doit durer tout le temps de la scolarité d'Anya. Alors, l'objectif final, c'est récolter suffisamment de devenir ami avec Non, le fils du- il faut qu'elle réussisse sa mission. Enfin, c'est pas que c'est sa mission, il faut qu'elle réussisse rapidement, Anya, à être copain avec. En fait, il y a... C'est une étape Elle a longue pas durée jusqu'au parce que bac. Ah, elle a pas Non, jusqu'au c'est- bac, là. c'est Ouais. juste- c'est jusqu'à la promotion du gars, mais en vrai, ça peut être changé parce que ils savent qu'à ce moment-là, le méchant sera dans la pièce. Mais en fait, s'ils ont une info qui dit il sera aussi là le jour du bac, c'est bon, on peut prolonger. Hein. Donc en vrai, Ouais. on sait qu'on est sur un temps long et c'est ça qui amène plein de des petits moments de bonheur quotidien. Et là, dans la saison 2, l'arc de la croisière, il est, Ah oui, la c'est juste croisière. n'importe quoi. C'est Parce que- formidable. Du coup, ils partent en croisière en famille. Et il y a quelqu'un qui a une mission dedans. J'imagine que ça doit être un petit peu ça. En fait, ils ont tous une mission, donc à partir de là, c'est ce qui est, comme dit Jérôme, c'est on est sur du cartoon, on est sur c'est Tom et Jerry parce que chacun va chercher son truc et Je pense que tout simplement, pour résumer ce qu'on essaye de te dire, c'est t'as pas compris la série. Ah, Il faut vraiment que tu complètement nul. continues. enfin, je vais reprendre parce que moi, il y a quand même un truc que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir Yor en action. Ouais. Parce qu'on est quand même sur. Ouais, des belles une- phases pour Yor en plus qui arrivent. Bah, Mm. justement, j'en doute pas une seconde, parce qu'on a vu Lloyd faire des missions, on sait qu'il est capable de plein de choses, on a découvert ce qu'était capable de faire Anya, mais voilà, Yor, il y a toujours ce truc de on la voit pas encore en action et tuer des gens. Et pour rebondir sur Spy Family, question au directeur marketing. Au Japon, pour la sortie du film d'animation Spy Family, ils ont fait un Qui partenariat. arrive bientôt en France. hein. Ça sortait en même temps que le dernier Mission Impossible. Et ils ont refait Ils la ont fait pose l'affiche. de Ouais, l'affiche de exact. Mission Impossible Ouais. avec les personnages. Est-ce que c'est quelque chose qui du coup vous a inspiré et quel film t'aimerais utiliser comme affiche? C'est quelque chose qui inspire toujours. Je trouve que c'est une super idée. Après, c'est l'exécution. Si tu veux, on peut pas refaire la même chose, nous, forcément. Donc, c'est plus une inspiration sur des collabs qu'on pourrait faire, ce genre de choses. Écoute, je t'invite à découvrir ce qu'on va faire bientôt. Mais Oh, tu mets trop de Tease-nous, suspense, tease-nous, Jérôme, oh là là, tease-nous. c'est incroyable. Mais au-delà de tout ça, moi j'aimerais bien connaître, savoir si tu as un coup de cœur personnel
dans toute cette panoplie-là, en dehors du taf, un truc que tu kiffes personnellement, c'est ton bail à toi? En animé, tu veux dire? Ouais, en animé de... Moi, j'ai eu un gros coup de cœur là, récemment, ça fait 1 an je crois, sur Shangri-La Frontière. Ah, bah qui fait Moi- partie de la Fall Season. Alors, l'animé vient de, Le vient boug à la de, vient tête de sortir. d'oiseau, là. Mais, Exactement. ouais, moi, je trouve que en fait, le pitch de départ, il est compliqué Est-ce que pour un tu peux- manga. est-ce que tu arriveras à nous le refaire rapidement là? Le pitch de Je départ, sais que c'est pas simple. c'est pas simple, mais en gros, c'est un joueur de jeux vidéo, pour moi dans le futur, mais bon, à une époque en tout cas, où on peut rentrer dans un jeu vidéo, un peu comme Ready Player One, Ouais, Ouais, ça, qui est pour moi aussi Super film. un super film, un super livre. Et donc il rentre dans le jeu, donc c'est de la réalité virtuelle, pour jouer vraiment son personnage. Et il a l'habitude, ce joueur-là, de jouer à plein de jeux. Plein de jeux dits, alors je sais plus exactement Kuso Game. Ouais, quel est le terme en français? Des jeux poubelles. Des jeux poubelles, voilà. Des jeux poubelles, donc des jeux en fait où il y a plein de bugs. Où il y a plein de bugs, où en fait les fins fonctionnent pas et ce genre de choses. Donc il est vraiment très bon. Et là, il arrive pour la première fois dans un jeu qui n'est pas un jeu poubelle, qui est un jeu qui fonctionne. Et il devient forcément très très fort. Et donc on suit l'évolution dans le jeu et à l'extérieur du jeu de ce personnage-là. Et je trouve que vraiment, en fait, c'est un manga où tu rentres dedans et qui est pas simple. Il y avait eu ça à l'époque. Pour moi, je le positionne au même niveau que Hikaru no Go. Hikaru no Go, c'est une thématique, elle est pas simple. Et pourtant, tu rentres dedans, c'est un shonen pur. Et vraiment, écoute, pour moi, c'est vraiment au même niveau Non, sur non, les on a thématiques. failli sortir un titre, mais Ah, ok. c'est pour ça. Je fais pas On gaffe. est je suis pas intenable. encore- Il faut que tu viennes plus souvent en émission. Jérôme, tu viens pas assez. Écoute, on va continuer. On va continuer dans pas longtemps sur la Fall Season, mais Valentin, au-delà de faire des vannes qui sont pas parfois limites, hein, disons-le, il a quand même une chronique qui s'appelle le Nani. Est-ce que tu peux, pour Jérôme et pour nos auditeurs, nous redire rapidement qu'est-ce que le Nani, et puis ensuite on part dessus. Le nani, ça veut dire what? Quoi? Et le but de cette chronique, c'est de vous faire, à vous, chers auditeurs et auditrices, vous dire là, ça what en vous lâchant des chiffres, des anecdotes, un contexte de sortie, comment un titre est arrivé chez nous, comment un titre se positionne au Japon et dans le monde. Et aujourd'hui, on va parler de Kaiju 8. On dirait un Donc, si je vous dis monstre énorme, vous pensez à quoi? Mon Ça- Bangala. Oh, bon. Voilà, c'était une question piège. De toute façon, je l'avais spoilé. J'avais déjà dit qu'on va parler de Kaiju 8. Donc, on va parler de Kaiju 8 de Naoya Matsumoto. Comment est né ce titre? Pourquoi est-ce que c'est un titre majeur pour Jump Plus et Manga Plus? Parce que c'est 2 plateformes différentes. L'animé qui débarque en 2024, aussi chez Crunchyroll, va-t-il tout casser? Et à la fin, la question que Diff se pose, qu'est-ce qui est plus fort, un hippopotame ou un kaiju? Ouais, je me pose la question de ouf. J'en dors pas la nuit. Donc, à tout seigneur, tout honneur, commençons par découvrir qui est le mangaka Naoya Matsumoto. Hubert, à Oui. ton avis, qu'est-ce qui a donné envie à ce mangaka de devenir mangaka? Dragon Ball. Bravo, tu as gagné. Et voilà, Oh, c'est un 1900. parcours Oh là là. classique, Incroyable. comme Mireille le disait... Mathieu. Mireille Mathieu, comme dirait Jérôme. C'est incroyable. Donc le mangaka suit un parcours hyper classique, c'est-à-dire qu'il est fan de Dragon Ball, il ambitionne de devenir auteur avec le but de dessiner un manga aussi captivant que l'œuvre du maître, hein, ça c'est une citation officielle. Ouais. Donc il en est pas trop loin d'ailleurs avec Kaiju 8. Moins connu chez nous, il cite aussi en influence d'enfance Nangoku Shonen Papua-kun d'Amishibata et Maojin Guru Guru de Hiroyuki Eto. Donc 2 trucs vraiment complètement what the fuck et super drôles. Là on est sur de la pure comédie qu'il a découvert en dessin animé quand il était plus jeune. Sur les scènes d'action, là ça va tout de suite vous parler et vous plaire. Il cite Hajime no Ippo Ah, évidemment. Togashi, hein, donc Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter. Et en termes de design, depuis qu'il est devenu professionnel, c'est Tsutomu Nihei qui est sa première inspiration et ses mentors. Il a été assistant de 3 mangaka, on en reparle un petit peu plus tard. Donc, parcours classique, faculté d'art, major en promo de création de personnages, l'université d'art d'Asagaya, et il participe, là encore très classique, à des concours, et il gagne un premier concours en 2005 qui le place dans une sélection des 12 meilleurs nouveaux. Et la même année, Beau gosse. 2 concours suivants, là il est numéro 1, ce qui lui donne le droit d'avoir son one-shot prépublié dans le Haka Jump. Ok. 4 ans plus tard, il sort son première série en 2 tomes, Mhm. puis une autre série
Pochi et Kuro en 2013. Là aussi, on revient dessus un peu plus tard, qui finit en 4 tomes. Et c'est en 2020, donc 15 ans après, qu'il explose avec Kaiju Number 8. Un parcours shonenesque. Enfin, et oui, enfin. Mais du coup, C'était Claude François. C'est quoi un hit T'as Ouais, bien c'est- entendu. ouais, je suis comme ça. Je C'est vais qu'on a chercher des perdu tous vieux nos sons. auditeurs moins de C'est quoi, 18. c'est quoi un hit sur Jump Plus? Eh ben oui, parce que Jump Plus, ça a une plateforme qui rebat un peu les cartes. C'est la plateforme numérique de diffusion, mais on n'a pas les formulaires de vote qu'on a dans le Weekly Shonen Jump. On n'a pas la même assise historique. On n'a pas 6 millions de lecteurs qui achètent le magazine toutes les semaines. D'ailleurs, on n'a pas de sortie, parce que ça peut sortir n'importe quel jour à n'importe quelle heure. Donc ça change tout. Et en fait, en 2011, suite au grand tremblement de terre qu'il y a eu, il n'y avait plus de diffusion au Japon. Donc à ce moment-là, ils ont dit, OK, on va mettre en numérique gratuit le Weekly Shonen Jump. Ça a été un carton et ça a permis à un éditeur, Shuei Yoshino, qui poussait déjà pour le numérique en disant, oh les gars, on est en train de louper quelque chose, de dire, regardez, ça cartonne, on y va. On y va. Et le Japon a cette capacité à se dire, quand ils disent on va sur quelque chose, ils y vont. Là, c'est pour le coup. Donc 6 mois plus tard sort Jump Bookstore, la première application, qui marche plutôt pas trop mal, qui valide le concept, mais qui n'est pas encore une explosion. Les ventes physiques continuent d'être par-dessus tout. Mais l'éditeur pousse, une autre plateforme sort, et puis à la fin, en 2014, arrive Jump Plus. Jump Plus qui, en quelques mois, fait 1 million d'installations. Ouais. Petit à petit, gratte, et surtout donne un nouveau terrain de jeu aux éditeurs. Parce que sur le Weekly Shonen Jump, on vise un public adolescent. On en a parlé plein de fois, le shonen, c'est pour les ados, les shoujo, c'est pour les filles. C'est des définitions marketing desquelles on essaye de s'abstraire de plus en plus. Mais justement, le numérique permet d'être complètement agnostique là-dessus et de dire, voilà, vous voulez faire des trucs plus dark, vous voulez faire des trucs avec un petit peu de sexe, vous voulez faire des trucs avec une héroïne, vous voulez faire des personnages plus âgés, et ben c'est possible. Et ça, c'est grâce à cette plateforme Jump Plus qu'on peut se permettre ça. C'est en 2019 que l'application d'un seul coup double ses installations en 3 mois grâce à l'arrivée d'un petit manga Spy Family qui ramène 12% de lectrices supplémentaires par rapport à avant et qui permet là encore une fois de casser des barrières et des frontières. Et arrive après, en 2020, Kaiju 8 qui pète un premier record très rapidement. Quel record, ça ne veut rien dire. Quel record! Le premier manga a passé le cap du 1 million de pages vues, mais ce n'est qu'un début en termes de record. C'est aussi la série sur Jump Plus à avoir atteint le plus rapidement les 100 millions de pages vues, ce qui est quand même un truc incroyable. En moins de 10 mois et seulement 31 chapitres, c'est à ce moment-là qu'ils ont décoré la gare de Shibuya et de Shinjuku avec 88 posters. On reste autour du chiffre 8. Dans le monde, on est à 11 millions de ventes. En France, on n'est pas trop loin du million, avec dans 2 semaines la sortie du tome 10 en version normale et en version collector. Bon, voilà, le million sera passé, donc je pense que Jérôme a déjà le visuel de près pour dire le million. Et au-delà des records, c'est aussi des records de mise en place en termes de marketing. Mais en France, en Europe, le manga a aussi quelques trophées à son actif, non? Carrément, Jérôme pourra le confirmer ou non, mais 250 000 titres 250 000 exemplaires pour la pression des 2 premiers tomes, c'était le record à l'époque, et je crois que c'est même encore le record aujourd'hui pour une mise en place. C'est un habillage à la BNF, on en a parlé, 44 mètres, 338 vitres recouverts de vinyle. C'est aussi à la dernière Japan Expo 895 posters distribués. Il faut savoir que là, c'était pas des posters gratuits, c'était contre l'achat d'un titre. Donc ça veut dire qu'il y a eu plein de fans qui sont venus et qui ont dit je viens. Sur cette année, c'est la 3e meilleure vente chez Crunchyroll. Et tout ça sans que l'animé soit disponible. Et si je vous dis en plus, pour en rajouter un petit européen, 270 mètres carrés, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est la surface du dressing de Soso. J'aimerais tellement. Eh ben non. Jamy. Jamy. C'est la surface en mètres carrés de l'exposition Kaiju 8 avec pareil des posters dans la gare de Milan. Et au moins sur ce terrain, il y a no match parce que la surface de la BNF, c'était 1850 mètres carrés. Voilà. On les a bien explosés. Et pendant qu'on est sur les chiffres faramineux, petit quiz, à votre avis, quel est le Kaiju le plus grand dans l'univers de Godzilla? Parce que là, on a les chiffres. Attends, il y a un qui est plus grand que Godzilla? Ouais. Wow. Ah bah, du coup, le daron à Godzilla. Non, Godzilla. C'est Void Ghidorah. C'était créé par une bombe atomique. C'est Void Ghidorah. C'est le dragon à 3 têtes. Et en fait, si tu prends juste son cou fait la moitié de Manhattan. Toi qui reviens de là-bas, tu sais que c'est une petite trotte. Oui. Donc Wen Banayama, il peut se rasseoir. Il fait la moitié de Manhattan. 20 000 mètres de long, c'est bon, tu pèses en termes de trucs. King Kong. Maintenant, parlons un peu de l'arrivée de Kaiju 8 chez Crunchyroll. Comme Jérôme l'a dit, ça fait plaisir d'avoir un titre super fort comme ça qui arrive. Mais en fait, c'était presque un titre destiné à arriver dans le catalogue Crunchyroll. Parce que
Pochi et Kuro, la deuxième série, la seule série déjà diffusée en France, était chez Crunchyroll. Il a été assistant de l'auteur de Beelzebub, là aussi c'est Crunchyroll. Il a il a bossé sur Bobo Bobo Bobo, là aussi. Chez Crunchy. En fait, il n'y a que le travail en tant qu'assistant de Toshiaki Iwashiro sur Psyren qui n'était pas chez Crunchyroll. Sinon, le bingo était complet. D'ailleurs, en parlant de bingo, je parle de mon bingo personnel. Sur l'animé, le seiyuu principal qui va faire la voix de Kafka, donc Masaya Fukunichi, a doublé Kenji Nishiki dans l'animé mix. Et ouais, je suis capable de tout ramener sur Mitsuru Adachi. Mais le temps passe et cette chronique est à sa fin. Parlons juste du titre, Kaiju 8. Et en fait, le kaiju, bon, on sait que c'est les monstres et tout ça, il n'y a pas de problème. Pour l'auteur, c'est pas faire des monstres pour le principe d'être méchant, mais c'est un symbole de toutes les tempêtes et tout ce qui arrive au Japon et de plus en plus avec le dérèglement climatique dans le monde. Mais le chiffre 8 est riche en symbolique. Le forme du kanji Hachi, en fait, c'est une porte qui s'ouvre et donc c'est prospérité parce qu'elle s'ouvre sur l'avenir et donc c'est super important. La légende de la formation du Japon dit qu'au départ il y avait 8 grandes îles au Japon, donc les 8 îles primales et si on le met à l'horizontale c'est le signe de l'infini et ça tombe bien parce que l'infini c'est la quantité d'amour que la team de Yata a pour Face, notre cher producteur. Bisous, bisous, mon petit Faceunous. Bisous, bisous, y'a rien de plus fou. On salue Willax d'ailleurs qui n'est pas là aujourd'hui. Exceptionnel. Ma chère Soso, je me tourne vers toi parce qu'il est Iemitsu. Et de quoi tu nous parles dans Iemitsu aujourd'hui? Oh. Bonjour à tous. Donc le Iemitsu d'aujourd'hui, il est un peu technique. Il est un peu... Comment dire? J'ai envie que, comme d'habitude avec le Iemitsu, le monde du manga, des mangaka, tout ça, ça n'est plus de secret pour vous. Et surtout le métier de mangaka. C'est important d'en parler. Oui, bien sûr. Parce que je parle de mythologie, d'affaires sordir, tout ça, mais j'aime bien aussi parler des petites choses qui font partie du milieu du mangaka. Et d'ailleurs, comme tout grand couturier a ses petites mains pour coudre ses créations, les mangas ont des assistants pour les aider dans la conception de leur manga. Et tu fais bien d'avoir parlé d'assistants tout à l'heure. Donc Kaiju, j'ai failli en parler, je me suis dit non, tais-toi, je vais spoiler un petit peu. Et on va parler des assistants dans le milieu du manga. Et c'est un milieu, je pense que le terme assistant, c'est un peu un terme, on se dit ouais, c'est un peu méconnu. On se dit pas que derrière ça, il y a quand même des grosses têtes, des personnes très connues qui ont été assistants. Et il y a tout un univers. Donc, tout d'abord, c'est quoi un assistant dans le monde du manga? C'est une personne qui va être employée et payée par un mangaka. C'est compliqué. Tu vas y arriver, vas-y. Stevie, Tu veux une bouffée de ventoline? On dirait que je rappelle aux éditeurs que Soso est un peu malade. Oui, là, tu faisais plus dealer. Ouais, c'est vrai. T'en veux? Donc, comme je disais, c'est une personne qui va être employée et payée par un mangaka. Donc, c'est pas les éditeurs qui les fournissent, malheureusement. Et donc, les mangaka vont payer de leur poche. Donc, plus le mangaka est connu, plus il va avoir beaucoup d'assistants. Moins il est connu, plus il va devoir se débrouiller tout seul. Et pour l'aider dans la réalisation de son manga, il ou elle va devoir non seulement s'approprier le style graphique de l'auteur, mais aussi va devoir faire les décors, les visages, les lettrages, et parfois même des cases entières, ça dépend du mangaka, et des libertés qu'il veut donner à ses assistants. Alors c'est le cas de Masashi Kishimoto, donc l'auteur de Naruto, qui sur les premiers arcs avait laissé libre cours au talent de ses assistants. Et pour parler d'assistant de Masashi Kishimoto, vous devez peut-être le connaître, on notera d'ailleurs que son plus proche assistant qui a commencé avec lui à partir de 99 jusqu'à la fin de Naruto, c'était Mikio Ikemoto, qui a repris du coup Boruto. Exactement. Il a légué un magnifique héritage à son assistant le plus proche. Et d'ailleurs, c'était quelqu'un qu'il avait repéré à l'époque, qu'il avait voulu expressément pour travailler avec lui. Est-ce qu'on peut faire juste une parenthèse pour dire, et je referme tout de suite la parenthèse, Boruto c'est bien, lisez-le. Je referme. Vas-y. J'aime beaucoup ce que tu fais. Donc, étant donné que tu es avec nous, qu'on parle de Crunchyroll, Jérôme, j'ai eu l'idée de parler de ça cette semaine en repensant à Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto, qui pour la première partie de son manga, qui va jusqu'au tome 11, avait l'idée d'avoir des artistes qui ont déjà commencé leur propre manga à ses côtés. Donc pas des assistants full, vraiment là pour lui, mais des gens qui venaient l'aider, mais qui avaient quand même leur manga à côté. Donc on va noter quand même Spy Family, donc Tetsuya Endo, Yuji Kaku pour Hell's Paradise, qui est également chez vous, et Yuki Nobutatsu, Dan Dadan, qui est également chez vous. Donc ceci explique cela. D'ailleurs, Yuji Kaku avait déjà assisté Fujimoto sur Fire Punch, donc sa première longue série, qui était disponible chez Kazé maintenant
donc chez Crunchyroll, très très bon d'ailleurs, n'hésitez pas à les lire. Oui. Et qui s'était d'ailleurs inspiré de l'œuvre pour écrire Hell's Paradise, que ce soit pour l'écriture des personnages ou même le côté violent. Et pour boucler la boucle, Yuki Nobutatsu a été lui assistant de Yuji Kaku sur Hell's Paradise. Donc en fait, il y a eu, voilà, ils sont tournés, voilà, ils sont tous très très bien ensemble. Ça nous montre l'importance de l'affinité artistique dans ce milieu et montre que des auteurs comme Fujimoto accordent de l'importance à ses assistants et apprécient les voir s'envoler de leurs propres ailes. Et d'ailleurs, en mars 2023, il a recommandé un manga Boys Love, plutôt plus 18. Plus 18. Oui. Ah, plus 18. C'est là que t'entends C'est bien. pas hein. tout public. Il hein. réagit que là. Hein. Non, mais, Alors que ça fait pas partie du tout de son style de manga, mais vu que c'était son assistant sur les décors de Chainsaw Man, bah du coup, il a voulu le mettre en avant. Bon, je suis allée checker sur Google pour la culture, bien évidemment, plus la culture. Mais c'est Cette pas émission pour est les tout public, j'aimerais le répéter. Oui, c'est pas pour les enfants celui-là, mais on voit vraiment dans le chara-design et les scènes l'influence de Fujimoto. Si vous voulez voir un petit... Après, il n'y a pas des scènes très explicites sur Google, mais vous allez vraiment voir l'empreinte Fujimoto sur le... c'est quoi le synopsis Non, j'ai pas lu, j'ai juste mis des petites images parce qu'il n'est pas sorti en France. T'es intéressé? Moi, t'as dit moins de 18, donc oui. Alors qu'il est intéressé. C'est juste de la curiosité. Oui, Continue. Donc, tout ce groupe de mangaka qui travaillent ensemble me donne envie de parler de la jeunesse des assistants, le Tokiwaso ou la villa Tokiwa, fondée par Osamu Tezuka, le papa du manga, où il cohabitait avec des auteurs dans une villa qui étaient devenus ses assistants. Donc, Tezuka qui travaillait sur trop de séries en même temps et son éditeur l'a un peu poussé à se dire vas-y, prends des assistants parce qu'il t'en a un peu trop en même temps. Donc, pour rappeler, il a fait Astro Boy, Dororo pour ne citer que cela. Et on notera que parmi ces assistants, vous allez sûrement les reconnaître si vous êtes nés en 1900 comme ceux qui m'entourent aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour la blague vu que vous êtes en supériorité numérique. C'est vrai. On va noter qu'il y avait Shotaro Ishinomori qui a fait Kamen Rider, donc l'ancêtre des Power Rangers. Voilà, si vous connaissez Kamen Rider, ouais. Bien sûr. Voilà, Enfin, c'est je bien connais ce les que Power je disais. Rangers surtout. Ou encore Fujiko Fujio qui a fait Doraemon. Oui. Ou même Leiji Matsumoto, le grand feu Leiji Matsumoto qui a fait Albator. Oui. Rien que ça. S'ensuit alors d'autres mangaka qui vont créer des studios d'assistants comme Studio Gaga, créé par Kentaro Miura, feu l'auteur de Berserk, RIP. Une équipe consacrée à cette œuvre qui ont aussi aidé Koji Mori sur Holy Land. Koji Mori qui est nul autre que le meilleur ami de Miura. Oui. Et qui d'ailleurs reprend le scénario de Berserk avec les assistants du Studio Gaga pour le finir, étant le seul à connaître la fin. Donc vraiment ce petit monde se connaît, s'entraide. Kentaro Miura était lui-même assistant dans les années 80 de George Morikawa, auteur de Hajime no Ippo. On avait... par contre, George Morikawa, il savait pas quoi faire de lui parce qu'il était trop talentueux. En fait, il s'est dit, j'ai rien à lui apprendre. Donc, il n'est pas resté hyper longtemps. D'autres grands noms de mangaka qui ont eux aussi passé l'étape assistant. Takehiko Inoue, auteur de Slam Dunk et Vagabond, assistant de Tsukasa Hojo, que tu as interviewé cet été. J'ai interviewé le papa de Nicky Larson. Voilà, donc auteur de City Hunter et Cat Size. On notera Nobuhiro Watsuki, auteur de Kenshin le Vagabond, qui a eu Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece en tant qu'assistant, ou encore Hitoshi Iwaki, auteur de Parasite, a été l'assistant de Kazuo Kamimura, donc celui qui a écrit Les Fleurs du Mal, ou encore Le Club des Divorcés. Et je suis obligée de finir cette chronique avec nul autre que Clamp. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce groupe de femmes, ce groupe de 4 femmes, autrices de Sakura Card Captor, X ou encore Tsubasa Reservoir Chronicle, que j'affectionne tout particulièrement. C'est un groupe de mangaka féminines étudiantes à l'époque, qui vont d'abord être 7 quand elles écrivent RG Veda. Et ensuite, elles vont finir par être 4 femmes qui vont continuer. Elles avaient chacune un rôle, comme si c'était 4 assistantes qui travaillent ensemble. Sûrement, du coup, les plus connues à ce jour. Merci, ma chère Soso, pour ce Himitsu. Avec plaisir. D'ailleurs, en plus, pour ça devait être dur pour toi. Ouais. Pourquoi Bah, vu que t'es un peu prise. Oui, c'est pas facile. Mais après, pour tous nos auditeurs ou les personnes qui sont sur Twitch qui rêvent d'être mangaka, ça peut être aussi une belle façon de se dire, si vous voulez être mangaka, vous pouvez devenir assistant. Essayez d'aller au Japon et devenir assistant. Ouais. Vous pouvez travailler parce qu'il y a une relation maître-élève qui est hyper importante. Ça peut vous donner des carrières. Et ça peut vous permettre d'être sur Crunchyroll après. Tout à fait. Voilà. Et d'abord votre animé aussi. Voilà, merci. D'abord travailler votre animé. C'est très très important. D'ailleurs, en parlant d'animé, mon cher Jérôme, on est en plein fall season. Et il y a un animé, et un manga d'ailleurs, mais là on va être sur les animés, que notre cher Soso, qui est là, qui aime un tout petit peu, légèrement, qu'en parle pas souvent, qui s'appelle Jujutsu Kaisen. Ah oui, celui-là. Donc on est en pleine saison 2. Il me semble qu'il y a un combat qui...
parce que j'ai 2 épisodes de retard, je crois. Il y a un combat qui doit commencer ou qui va commencer. Donc il y a quelque chose Va qui se passe. doucement, parce que moi, j'ai pas lu. Je suis anime only, moi. Ouais, mais donc t'es en pleine saison 2 là. Oui, je suis dedans. Ah voilà. Mhm. Et bah justement, peut-être que je peux te lancer là-dessus. Peut-être Diff, je peux te lancer là-dessus. Mhm. Est-ce que tu trouves que cette saison 2 est plus forte, plus hypante que la saison 1? Ben oui, évidemment. Parce que ça commence on rappelle que ça commence sur un flashback sur Gojo. Ouais, exactement. Déjà, il y a le flashback de Gojo quand il était ado. Ouais. On voit un peu ses liens avec le Comment il s'appelle l'antagoniste, là. Soso. Geto Geto. Ouais. Voilà, exactement. Ils étaient super Ils étaient copains. pas de potes à la Ouais. base, et puis après, son esprit s'est obscurci. L'esprit de Geto. Ouais. Ouais, exactement. Moi, j'étais pas fan au début de cet animé, tu vois. Ça avait commencé, je trouvais C'est la saison 2. la saison 1, là, déjà, quand ça avait commencé, je trouvais le Yuji, là. C'est ça, comment ça Ouais, s'appelle c'est Yuji. Ouais, Yuji. Mais là, allons sur la saison 2 direct. Mhm. Là, qu'est-ce qui t'a plu, toi? Déjà, là, c'est pas pour les enfants. Hein. Là, il y a le sang full up, les têtes qui se coupent, c'est bas de gore, c'est bas de ténébreux, Jamais c'est été pour les obscur, enfants. c'est lugubre. Mm. Là, je peux pas regarder avec mon fils, en fait. Non, on Mhm. rappelle que Jamal a quel âge? 6 Il a 8. 8, ouais. Ouais, non, il est pas prêt. Il est pas prêt. Non, non, il est pas... C'est À 12 pas ans, du tout pour peut-être lui. qu'il commencera un peu à regarder Jujutsu Kaisen. Mais en vrai, moi, ça me hype. Déjà, il y a les prémices de Gojo, parce que c'est la première fois qu'on arrive directement avec un sensei. Il est déjà surpuissant. Il est surcité, imbattable. Surcoté. Ouais. Et il fait, Enfin- il fait peur à tout le monde. Et, Il est pas impiégeable. après, je peux m'exprimer. Ouais, je peux m'exprimer. Ouais, et là, en fait, ils sont en l'erga parce que il a été scellé. Quoi? Non, j'ai pas le droit de dire. Bah non. Ah, ok. Non, il a pas été scellé. Non mais Diff, non. Bah, tu viens de dire qu'il était piégeable, donc finalement c'était un peu ouvert la Ah porte. bah, oui. On peut pas spoiler ça? Ah bah non, on peut pas spoiler ça. Bon, en vrai, j'ai pas Ah. spoilé. On va dire, bon, il s'est fait balayer vite fait. On sait pas s'il va Bon, se relever. Non mais restons vraiment sur, On sait sur pas la... s'il va se Jérôme n'est relever. plus disponible Jérôme, pour le moment. voilà. Là, bah, Jérôme, après je te donne la parole Soso et après Valentin. Jérôme, toi, tu as eu le temps de regarder un peu la saison 2? J'ai pas eu le temps de regarder la saison. Je t'avoue que j'ai lu plus la série. Ah bah tu sais ce qui se passe Donc du coup. je sais à peu près ce qui se passe. C'est vrai que, bon, après, Tu trouves qu'un cap a été passé du coup pour cette Bah, saison 2 pour ceux qui sont animés? comme je te dis, j'ai pas encore regardé la saison. Oui, mais pour comme le t'as coup. lu, tu sais. Comme j'ai lu, ouais. oui, bien sûr. Bien sûr, si tu veux, dans le cheminement de l'histoire, en fait, c'est pas tant un cap qui est passé, c'est plus que moi, ce que j'adore dans les scénarios, c'est quand on te montre finalement l'origine de ce qui se passe. Ouais. Parce que ça te donne un contexte complètement différent. Et là, c'est ce qui se passe dans la saison 2. Ouais, bien sûr. On est au moment où tu reviens en arrière et tu comprends un peu la genèse de cette série et de la relation entre les deux protagonistes. Donc ça, c'est cool. Moi, ça m'a permis. Soso, rappelle-moi comment s'appelle l'élève de Gojo, le brun. Megumi? Megumi. Megumi. Yuta ou Megumi? Ah, Megumi. Parce Ah, que ok. moi, c'est grâce à cette saison que. Le fils de. Bah oui, que Celui Megumi, qui je met dis, des non, mais survêtements, là, ouais. j'adore Megumi. Ah bah... oui, je vais pas m'exprimer Et tu plus. vois, désormais. pour finir, c'est. Vas-y, toi, parce qu'après, il y a Valentin, ouais. Yuji, je l'aimais pas la saison 1, et maintenant, la saison 2, il est super badass. Yuji. Ouais, et Ouais, je trouve que ils ont réussi le truc, parce que moi, je le trouvais moelleux au début. Il était moelleux Il au était début. chamallow de ouf. Ouais. Tu vois. Et là, c'est bon, il est pas les Bretons, quoi. On salue d'ailleurs tous ceux qui mangent des gâteaux en Bretagne. Valentin. Moi, Jérôme, j'avais une question. T'arrives encore à lire en tant que fan de manga ou quand tu lis un manga où vous avez l'animé chez vous, tu le lis avec les yeux du directeur marketing en disant ok, cette scène, boum, screenshot, photo, et tu notes, tu mets sur un post-it à utiliser quand l'animé sortira. En fait, les deux. Vraiment les deux. C'est-à-dire que que je lise ou que je regarde l'animé, je vais profiter du moment. Mais c'est vrai qu'à certains moments, je me dis, tiens, ça, je vais pouvoir l'utiliser. En fait, ce qui est très important, pour parler un peu du métier dans le marketing, ce qui est le plus important, et j'ai mis le doigt dessus récemment, hein, donc on apprend toujours, on continue à apprendre toujours, c'est que quand tu prévois une campagne marketing, il faut que ce soit cohérent. La cohérence, je pense que c'est l'élément clé quand tu prévois ta stratégie sur n'importe quel titre, c'est qu'il faut que ce soit cohérent avec l'histoire qui est racontée. Tu peux pas faire la promotion de Jujutsu Kaisen avec des fleurs. Tu peux pas faire... Non mais il y a une cohérence avec le Gojo, titre. il court. Donc c'est ça qui est important. Et donc quand je regarde des animés, quand je lis des mangas, je profite de ce moment-là en tant que fan. Ouais. Mais j'ai toujours aussi
cette petite voix qui me dit tiens, ce moment-là, je vais pouvoir en faire quelque chose en marketing. Je vais pouvoir en faire, je sais pas, une activation pendant un événement à Japan Expo. Je vais pouvoir... Une extension du territoire. Ce genre de choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je suis pas le seul à penser ça. Chez Crunchyroll, on est une plateforme mondiale. Ouais. Donc, il y a aussi des équipes marketing qui sont en Amérique du Sud, qui sont aux États-Unis, qui font la même chose. Et après, on se regroupe tous et on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. L'extension du territoire, ils l'ont fait aux États-Unis, sur un gros truc, sur des événements en particulier. C'est ça, il y a une émulation de ce côté-là. Mais pour répondre à ta question, vraiment, moi, je lis des mangas, je regarde des animés tout le temps. Soso. Rapidement sur Jujutsu, après pour la faire courte, Jujutsu Kaisen, en fait il y en a beaucoup qui étaient en mode ouais la saison 1, nanana. En fait pour moi la saison 1 c'est vraiment un apéro où on t'introduit les personnages, on t'introduit un petit peu l'univers et à partir du moment où même en manga on lit le flashback, on commence à se dire ah c'est parfait parce que ce personnage là m'intrigue et je veux savoir pourquoi il en est là et on voit ses failles. Et ensuite tu arrives sur Game of Thrones avec l'arc Shibuya, sans spoiler, vraiment moi quand j'ai lu j'étais en mode j'ai jamais vu ce rythme là. J'ai rarement vu ce rythme-là dans du shonen. Et vraiment, pour moi, Jujutsu, c'est le shonen 2.0. C'est ce que j'attends d'un shonen aujourd'hui, en 2023. Et il y a encore plus de violence, il y a ce côté... pas drôle, en fait. Il n'y a pas le pouvoir de l'amitié. Genre, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui étaient en mode « Ouais, Yuji, j'arrive pas à m'attacher à lui. » En fait, l'auteur a laissé un espèce de mystère sur lui et ça va arriver plus tard en fait. Mais il a bien développé tous ses personnages et tous ces personnages sont importants. En fait, il a pas voulu faire le délire de c'est juste Yuji et les autres seront des personnages qui vont l'aider. Pas du tout. Et c'est ça qui nous chamboule un peu et c'est pour ça que j'adore Jujutsu. J'aimerais qu'on parle, justement, on le voit derrière toi, j'aimerais qu'on parle de Frieren, qui a été un gros succès, qui moi je m'attendais pas à ce que ce soit aussi un gros succès en France. On est sur de l'heroic fantasy, c'est pas quelque chose qui cartonne plus que ça normalement. Comment est-ce que chez Crunchyroll vous avez vécu ce succès et vous avez dit tiens mais en fait ça cartonne même chez nous? Écoute, c'est très récent, hein. on vient de lancer Frieren sur la plateforme. Donc c'est vrai que c'est une série qu'on vient juste de lancer nous. Après, elle est en manga depuis quelques temps déjà sur le marché français. Moi, alors pour le coup, je suis pas forcément d'accord avec toi sur le fait que ce soit de l'heroic fantasy et que ça fonctionne pas des masses. En fait, ça fonctionne peut-être pas des masses sur le manga et l'animé, mais l'heroic fantasy dans la culture, c'est beaucoup plus accessible dans la culture européenne, en tout cas et française, que par exemple Jujutsu Kaisen ou d'autres mangas ou d'autres séries japonaises. Tu me dis c'est plus accessible dans la culture, mais c'est pas quelque chose qui fonctionne plus que ça. En manga et en animé. Et ouais. Mais dans d'autres parties, soit si tu veux en film, en série télé, tu vois, en live, etc. Ça fonctionne beaucoup plus. En livre. Et donc en livre aussi. Et donc, dans l'animé, excuse-moi de te couper, l'isekai, c'est quand même le truc le plus regardé, c'est de l'heroic fantasy. On n'est pas en isekai là. Non, mais c'est le milieu. Dans un pur. Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais après, la différence avec Frieren pour moi, c'est que le traitement, il est complètement différent. Il est complètement différent dans le sens où le scénario, tu te positionnes après. Après ce qui s'est passé, après en fait finalement tout ce à quoi tu es habitué en Heroic Fantasy, toute la quête, tout le combat contre les forces du mal, etc. Et c'est après, et finalement tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? En fait moi quand j'ai commencé à lire et à voir cette série, je me suis dit en fait je suis assez déstabilisé. Donc ça m'a plu parce que on va pas se mentir, des mangas et des animés, j'en ai lu beaucoup, j'en ai vu. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est de la surprise, c'est d'être déstabilisé par quelque chose. Et là, Frieren, complètement. Valentin. Moi, je passe très rapidement. Frieren, j'adore. Voilà, ça c'est dit. Frieren, c'est un lancement très particulier au Japon, parce que justement, le manga a cartonné. Il y avait des grosses attentes dessus. Ça a pris la case horaire télé où d'habitude, de la rentrée, où d'habitude ils mettent le dernier film de Conan. Et du coup, en sachant que Conan, c'est une institution. Un raz-de-marée absolu au Japon. C'est une, si ce n'est la licence la plus connue au Japon en termes de transgénérationnel. Le manga est top 2 ou top 3. Dans les jeux de société, on dit de 7 à 77 ans. Détective Conan, c'est de 2 à 107 ans, parce qu'ils vivent très, très âgés au Japon. Mais Frieren, du coup, les premiers épisodes sont un format presque film en termes de durée. Comment ça vous impacte, vous, niveau marketing? Est-ce que vous devez en parler différemment? Est-ce que vous regardez du coup des KPI différentes de temps vu?
On a exactement le même traitement, quelle que soit la longueur d'épisode. On regarde plus, je t'avoue qu'on regarde plus le nombre d'épisodes sur une saison, parce que c'est ça qui va nous dire, ok, est-ce qu'elle va durer dans le temps ? Et donc notre plan marketing, est-ce qu'il doit aussi durer dans le temps pour soutenir la série ? C'est pas la même chose sur une série qui fait 10 épisodes ou 8 épisodes qu'une série qui en fait 24. On va avoir un traitement différent. Mais en termes de longueur d'épisode, on a exactement la même approche, marketing en tout cas. Pour les auditeurs qui sont pas encore lancés dans Freeren, est-ce que rapidement, Valentin, tu peux me faire le pitch ? Je vais te faire le pitch. Donc comme Jérôme l'a dit, on est sur de l'heroic fantasy super basique, c'est-à-dire une équipe, une elfe magicienne, un héros... Qui est la protagoniste. Qui est la protagoniste de notre histoire, mais qui n'était pas la protagoniste du début. Parce que le protagoniste du début, c'est un héros qui doit vaincre le dieu du mal, qui va donc monter une équipe de 5 personnes. Il y a plein de symboliques. Soso pourrait faire un Imitsu dessus. Avec un gros guerrier, une healer, un nain, parce qu'il faut un nain aussi. Et en fait, la particularité, c'est que les elfes ont une espérance de vie bien plus longue. Donc après avoir vaincu le dieu du mal, tout le monde retourne vaquer à ses petites occupations et Freeren dit à bientôt. Sauf que le à bientôt, quand on a une durée de vie de 3000 ans, c'est pas le même à bientôt que quand on a une durée de vie de 60 ans. C'est Legolas qui retrouve l'équipe 100 ans après. Quoi. Et voilà, et donc elle va arriver, voir que certains sont devenus vieux, voir certains qui en fait sont morts de vieillesse tout simplement, et va se poser la question de après la quête, qu'est-ce qui se passe ? Et là c'est magnifique parce que Freeren va devoir faire face au fait qu'elle vit sur un cycle complètement différent, un rapport au temps complètement différent, et se dire, moi ce que je trouvais des petits moments éphémères en fait étaient des temps longs, genre la quête qui a duré 5 ans pour aller faire le truc, pour elle c'était une matinée. Ouais. Et donc elle ne voyait pas l'implication des autres qui pensaient que c'était l'achèvement d'une vie, parce que pour elle, elle a fait ses lacets, quoi. Et donc, on voit cette histoire, c'est magnifique, ça réinvente le mythe, c'est incroyablement humain, même si c'est un personnage elfique, c'est top. Bien sûr, puis moi, ce que j'aime, alors moi, j'ai pas lu le manga, hein, j'ai regardé l'anime, mais j'aime le rythme qui est imposé dedans, et l'animation, je la trouve super belle. Il y avait des attentes de fou sur cet animé. On a plein de il y a plein de problèmes sur la production d'animé. Il y a une surproduction par rapport au nombre d'animateurs. Mais il y a certains titres. Coucou Mappa. Et Jérôme pourra le confirmer. Quand il y a des attentes, on s'assure d'avoir une dream team derrière. Et là, Freeren, c'était tellement un carton fou même si c'est une licence jeune, on avait des gens qui étaient prêts à aller travailler sur ce projet. Ce qui est un des avantages aussi de Conan. Conan, c'est une licence où il y a plein de gens qui disent « je kiffe ». Et là, aujourd'hui, maintenant, quand on a des séries comme Jujutsu Kaisen, il y a pas mal d'animateurs expérimentés qui vont travailler dessus pour faire plaisir à leurs enfants, qui sont fans de la série, pour pouvoir dire... Souvent, les Américains, ils racontent ça en blague. « Ah non, je pouvais pas refuser ce projet, mes enfants me tueraient ». Voilà, ça commence à arriver là, pareil au Japon. Et du coup, il y a plein de choses que j'aurais aimé parler. Peut-être qu'on peut dire un petit mot sur le fait que One Piece soit quand même dans la fall season, alors que on est sur un manga qui s'arrête, qu'on est sur un animé qui ne s'arrête pas. Pourquoi avoir choisi de le mettre quand même dans le teasing fall season? Parce que c'est non mais voilà, on va dire vraiment c'est la réponse de base. Après parce que ça reste une série catalogue très importante dans le milieu de l'animation, dans le milieu de l'animé japonais, et très importante pour Crunchyroll. C'est pas possible, si tu veux, de faire une saison où la série est en cours et de pas en parler. Donc c'est une évidence. One Piece, ça reste. Est-ce que c'est toujours un événement? Alors il doit y avoir des épisodes événements, j'imagine. Mais est-ce que dire il y a le nouvel épisode de One Piece, c'est toujours un événement sur la plateforme? En fait, ça dépend ce que tu entends par événement. C'est-à-dire qu'on va pas forcément rassembleur, j'ai envie de dire. Rassembleur, oui. Ouais. Bien sûr, un grand oui. Un événement, on va pas l'événementialiser plus qu'une nouvelle saison parce qu'on veut les positionner, alors que One Piece, il est déjà positionné. Ouais. Il a son public et il recrute déjà de lui-même. Mais ce qu'on va faire, nous, c'est essayer au maximum de faire connaître One Piece à des personnes qui potentiellement n'ont pas encore commencé cette série-là. Il y a plein de personnes qui rentrent dans l'animé par d'autres séries, des séries peut-être plus matures, plus courtes aussi, mais effectivement, et aussi d'ailleurs le live action de Netflix aide beaucoup. Ça a rapporté beaucoup de gens sur la plateforme. Des centaines, des dizaines de milliers. Moi, je suis persuadé que c'est le but en fait de ce live action, c'est rapporter encore plus. Mais c'est très bien, et tant mieux. Et tant mieux. Et surtout, One Piece est numéro 1 et One Pice ça défouraille Naruto.
Non, non, mais je sais pas, on repart pas sur ce truc, on est sur 2 œuvres magnifiques. C'est quoi le problème? Non, mais attends, Donc le courrier des lecteurs adressé à Diff. Il fallait que je le non. dise. Ah Casse non, de moi, lit, mon je grand. me bats pas. Non, on n'est pas là-dedans. Rapidement, avant que Chelingo nous fasse le plaisir de nous rejoindre, je sais que Sony a racheté Crunchyroll. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de travailler? Ça a changé quelques petites choses, oui. Déjà, premièrement, si tu veux, Sony rachète Crunchyroll. Quelle est la relation entre Sony et Crunchyroll? Tu peux voir Crunchyroll comme un mini Sony. On a une activité de distribution de films, comme eux. On a une activité alors, manga, bien sûr qu'ils ne l'ont pas, mais on a une activité SVOD. Eux, en fait, ils ont aussi une distribution sur les plateformes SVOD de leurs films et de leur contenu. Ouais. Donc, on se ressemble beaucoup dans l'approche. Là où ça nous aide beaucoup, en tant que Crunchyroll, c'est qu'eux sont implantés dans des réseaux et touchent un public qui est beaucoup plus mainstream que ce que nous, on peut avoir. Oui. Et il y a beaucoup de connexions à faire avec les branches de Sony, et c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. C'est que la musique, c'est quand tu regardes le cinéma, quand tu regardes les acteurs, quand tu regardes, etc. Tout ça, en fait, tu peux ramener des personnes dans l'animé et tu peux aller mettre de l'animé, plugger de l'animé dans les connexions qu'a Sony, que nous, on n'aurait jamais pu avoir si on ne faisait pas partie du groupe Sony. Donc, en fait, et ils sont demandeurs. En fait, le fait est que le groupe Sony, tu pourrais te dire, mais en fait, ils ont racheté Crunchyroll pour l'argent ou ce genre de choses. Pas du tout. Ils l'ont acheté parce qu'ils croient vraiment au potentiel de l'animé et à la cohérence de l'animé au sein du groupe. Donc ça, c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. J'aurais bien aimé te garder encore plus longtemps parce qu'il y a plein de choses à voir, mais il va y avoir une winter season. Bien sûr, évidemment. Tu connais le chemin du studio du coup. Je reviendrai avec plaisir. C'est parti pour la dernière partie, c'est du Nekfeu. La dernière partie de Yatta et Chelingo nous fait le plaisir d'être là. How you doing? I'm good, bro. How are you? Je vais super bien. Comment vas-tu? Yeah, it's lovely to be here, man. Je suis très content d'être là. Merci beaucoup. Du coup, je vais te parler en français. On est très heureux de te recevoir. Donc, je te présente l'équipe Soso, Nice to meet you. Diff et Valentin. Première question, et c'est la question qu'on a dû te poser 50 fois depuis que le morceau est sorti. Mais comment s'est faite la connexion entre toi et Crunchyroll? Well, obviously, I'm a big anime fan anyway. En fait, je suis un grand fan de manga since, et j'écoute, je regarde des mangas depuis tout petit. And I'd written some music for Jujutsu Kaisen. Et j'avais déjà écrit des musiques pour la licence Juju. Vous avez le moment où il tape pour la première fois son ennemi, c'est sur ce morceau-là que j'ai commencé. Et aussi quand il se bat avec Pandore sur le toit, ça c'est moi qui l'ai fait aussi. Et quand les gros méchants se retrouvent aussi dans le parc. Mais aussi à la fin de chaque musique. De chaque épisode, quand ils se battent, c'est moi qui fais les petites musiques. Vous savez qu'à Londres, la communauté des mangas est encore assez petite. Cette conscience de l'industrie est encore assez récente. Et donc à l'époque, il n'y a pas vraiment de musiciens en Angleterre qui pouvaient faire ça. Alors j'ai commencé à faire un peu de musique pendant des événements pour faire partie un peu plus de la communauté et puis pour rencontrer des gens. Et donc j'ai grandi un peu dans cet univers. Je suis allé à des premières de films. À un moment où, en fin de compte, on venait vraiment que débuter en tant que communauté, en tant qu'industrie à Londres. Donc c'était la première fois qu'on montrait vraiment des animés dans les cinémas en Angleterre. Donc j'ai commencé à faire ça et c'est là que j'ai rencontré des équipes, des membres de l'équipe de Crunchyroll. Et donc j'ai rencontré des gens de l'équipe en disant j'ai déjà écrit pour Juju et donc est-ce qu'il y a un travail qu'on pourrait faire ensemble? Donc il y a des consciences que je suis là et puis ils m'ont tout de suite répondu ouais carrément vas-y on continue, on peut carrément commencer à bosser ensemble. Je leur ai parlé de ce que j'aimais, le genre qui me plaisait le plus. Et Elodie, mon contact là-bas, est revenu vers moi en me disant je sais exactement ce que tu fais, je connais exactement d'où tu viens, je connais ta musique et j'ai vraiment envie que ça fonctionne. Alors je ne reviendrai pas vers toi avant d'avoir une vraie proposition à te faire. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et du coup, tu as commencé sur Jujutsu Kaisen parce que c'était ton animé préféré?
It's funny. I actually got the call c'est assez drôle parce que j'ai été appelé par le compositeur Yoko Yamamoto qui était assez fan et on aimait des choses similaires. Il avait fait beaucoup de compositions pour des franchises énormes, notamment dans l'animé, mais aussi du Harry Potter, choses comme ça. Et je travaillais avec Manon Dave, qui est un producteur et qui avait produit mes 2 producteurs précédents, World Generation and Coming Out for Air. Yeah, Yuki called and said, I don't know if he's in. Et donc Yuki m'a appelé, il a appelé ensuite mon producteur pour me joindre. Donc il m'a dit, et en lui disant, je sais pas si ça l'intéresse ce genre d'artistique. Et il savait pas que j'étais complètement fan. Et donc mon producteur lui a répondu, mais tu te rends pas compte à quel point tu vas lui faire super plaisir parce que ça n'existe pas en Angleterre ce genre de contact. Pinewood Studios, c'est un studio super connu en Angleterre où on fait tous les Star Trek, tous les enregistrements pour les James Bond aussi. Et donc Yuki et mon producteur ont travaillé sur les arrangements, de la composition. Martin, je crois que c'est le garçon qui faisait la technique. Il travaille avec One Direction par exemple. Alors, je crois qu'on a passé peut-être 15 ou 16 heures juste à travailler sur une musique. Et quand je me retourne, je vois Yuki sur son ordinateur et il parle en japonais avec les gens autour de lui. Et là, je vois qu'il est en pleine séance de Zoom. Alors je me dis, mais avec qui est-ce qu'il parle? Et là, il y avait toute l'équipe de Yu Yu qui était en train d'écouter ce que je faisais en direct. Donc c'était complètement dingue. Donc moi, je me suis juste permis d'aller vers eux et de prendre contact avec eux directement. Et du coup, est-ce que c'est en regardant des animés que tu as eu l'inspiration de commencer à rapper? Sorry, say that again. Est-ce que c'est... Oh no, I was well into music before that. Ah non, j'étais dans la musique bien avant ça. Moi, j'ai commencé très tôt la musique. In the UK, it's called primary school. Vous savez, en primaire déjà. 10? Not even 10. Je dirais vers 10 ans à peu près. Tu faisais déjà du rap ou tu faisais de la musique, tu jouais d'instruments? A bit of both. Un peu les deux. Rapping in the playground. Vous savez, moi, je jouais au parc avec mes copains. Parce que je faisais un peu de rap, parce que le grime à l'époque c'était vraiment un genre super. Et puis je faisais déjà de la musique, je faisais de la clarinette. Je faisais aussi du clavier. J'avais appris ça au lycée. Je faisais partie d'un groupe. Enfin voilà, j'avais pas mal d'activités en dehors des classes, souvent dans la musique. Mais je faisais aussi du dessin, je faisais des impressions j'imprimais des personnages et je les redessinais. J'ai toujours été à fond dans les arts, que ce soit plastique ou musique. Et je joue aussi beaucoup aux jeux vidéo. Alors quel style de dessin? I used to be able to draw Bulbasaur really quickly. Je faisais Bulbasaur super vite de Pokémon. So in primary school, alors en primaire, kids would just come up to me and be les gamins venaient me voir en disant, draw me a picture of Bulbasaur. Oh, est-ce que tu pourrais me faire ce personnage s'il te plaît? Alors moi je leur faisais super vite et je leur donnais l'image. Et parfois ils me donnaient presque 10 balles en fait pour. So you were selling. And then Et ensuite, quand j'arrivais au lycée, j'étais vraiment à fond là, dans les animés, dans les mangas. Et je voyais d'autres personnes qui étaient dans Dragon Ball Z, par exemple. Avant même qu'on ait conscience en fait que les Pokémon et que tout ça, c'était des animés, des mangas. Pour nous, c'était juste des dessins animés. On se rendait pas bien compte du genre qu'il y avait derrière. Et donc, j'avais des copains qui étaient dans la même passion. Et donc, à l'heure de la cantine ou après les cours, on passait dans la pièce. On pouvait faire des impressions et on faisait des impressions de Super Saiyan pour apprendre à redessiner les yeux, les cheveux. Et ensuite, on en faisait des petits dossiers et puis on se partageait ces dossiers. Et voilà, on partage aussi des petites images avant même que les cartes Pokémon existent. Nous, on faisait déjà ça. Du coup, quand est-ce que tu as commencé? Parce qu'il me semble que tu as 3 albums déjà qui sont sortis. Quand est-ce que tu as commencé à prendre la musique vraiment au sérieux et que tu t'es dit, j'aimerais en faire ce métier?
Well, I have 2 official albums and then EPs before that, en or fait, like j'avais déjà small 2 projects albums et des before petits that. projets, des petits EP avant And ça. I knew from, I think the first time I went Je to pense an que actual studio, la première fois que je suis allée dans un vrai studio, c'était dans une MJC. C'était un studio professionnel dans un MJC. Et clairement, moi, j'étais pas assez riche et mes parents n'avaient pas assez d'argent pour m'amener dans un studio vraiment professionnel. Donc on allait dans la petite MJC locale dans le sud-ouest de Londres. Normally you would have, I don't know, maybe 4 to 8 hours. Et en général, il y avait 3 à 8 heures dans un studio professionnel. Là, t'as que 2 heures en fait. Donc, faut que tu enregistres extrêmement vite dans ce temps qui est hyper court. Donc, t'as pas le temps de faire de mix, t'as pas le temps de faire tout ça parce que derrière toi, il y a quelqu'un d'autre qui va venir utiliser le studio. Alors moi, à l'époque, je vivais dans le studio et puis ensuite, je rentrais chez moi, dormir, à manger, puis je retournais à la MJC dans le studio. La première fois que je suis rentré à 15 ans, le technicien... Juste après qu'on ait fini ma première chanson, je crois que c'était en 2010, il me dit ok, j'ai envie d'être ton manager, tout de suite. Je me suis dit waouh, incroyable, peut-être qu'il y a une carrière qui m'attend et j'adore faire ça. La créativité et la possibilité de se présenter au public, c'était génial. Donc dès là, tout de suite, ça l'a fait. Il a appelé ma mère, il lui a dit ouais, j'ai vachement envie d'être le manager de ton fils, mais par contre, il va devoir faire ça en même temps que ses études. Alors ma mère lui a répondu attends, laisse-le finir son lycée, et quand il sera un peu plus autonome plus tard, il pourra se décider en fait comment est-ce qu'il veut manager son travail. Elle croyait beaucoup en moi quand j'étais enfant. That was kind of the moment. I was 15. I was voilà, c'était l'époque, j'avais 15 ans. Je vivais quelque part dans le nord de Londres avec ma mère. J'ai grandi dans le sud avec ma grand-mère, mais à l'époque de mon adolescence, j'étais dans le nord de Londres. Et voilà, à partir de 15 ans à peu près. En Angleterre, je sais qu'il y a 2 gros courants émergents qui sont le grime et le UK garage. Est-ce que ce sont tes 2 plus grosses influences musicales pour ta musique? No, so garage and grime are very different. Effectivement, le garage et le grime, c'est très leans différent. more towards drum and bass and dubstep. Le garage, c'est plus dubstep et double bass. Alors que le grime a plus des éléments de jungle music. Donc ils essayent de créer leur propre genre. Moi, j'ai commencé à être inspiré à faire de la musique par le grime quand j'étais enfant. Mais ensuite, j'ai découvert le hip-hop comme Snoop Dogg, etc. dans ma jeune adolescence. Just one thing. Pardon, je vais juste dire un truc pour les auditeurs. Pour les auditeurs, c'est que en fait, Chelingo est habillé tout en cuir. Et qu'il y a un groupe R&B qui s'appelle Jodeci qui était toujours tout en cuir, qui plaît aussi à Diff. Et donc quand on s'est vu dans les couloirs, je lui ai dit bah tu es habillé comme les membres de Jodeci. Jodeci dans le désert. Jodeci dans le désert, torse nu en cuir, exactement. Yeah, and we were having a conversation about that c'est vrai qu'on en before we met, même avant qu'on just de in se the lobby. rencontrer, toi et moi tout à And I was l'heure. saying that I made a video that ended up going a bit viral. Je disais que j'avais fait une petite vidéo qui était devenue virale sur Instagram où je parle de Jojo Bizarre Event dans la saison 5 quand ils utilisent Freaking You. Et j'avais posté ça sur Insta. This is such like an odd pairing. En me disant, mais c'est tellement un mélange étrange. Mais honnêtement, c'est la première fois que j'ai vu l'origine de la musique noire prise dans l'univers où elle a commencé en animé, dans le R&B, pour se réunir avec les mangas et les animés. Avant, les gens de la culture afro voulaient rentrer dans l'animé. Et là, tout à coup, le mélange se faisait. Et Jojo est vraiment basé sur la musique, tous les personnages. Ils ont tous un nom qui vient de groupes ou d'albums célèbres. Et donc, il y a une grosse influence musicale. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, tu es arrivé pile au moment où on parlait de ça avec des gens de l'équipe. Et donc, tout de suite, tu as parlé de ça. C'était assez dingue. Valentin. Moi, j'ai une question sur ce projet de partenariat. Comment est-ce qu'on réalise une musique quand on a déjà des images et des images complètement différentes avec des tons et des timbres différents? I hadn't seen it. En fait, j'avais pas vu les images. I just got like some me and Crunchyroll were going back avec and forth. Crunchyroll, en fait,
On avait déjà discuté des sujets sur lesquels je devais me concentrer, mais ils m'ont laissé vraiment la porte grande ouverte à ma créativité. Ils n'ont pas été très directs sur les directions à prendre. Ils m'ont pas dit tu dois faire ci, ça ou ça. Donc je me suis dit d'accord, je vais me libérer et y aller naturellement. Donc il y avait l'univers fantasy, épique, avec beaucoup de batailles et d'aventures. Donc je me suis dit je dois créer une aventure. Alors bien sûr il faudra de la guitare et du piano pour avoir cet effet, et puis un peu la batterie pour créer un peu la marche pour qu'on avance avec le personnage. Et quand j'ai commencé à diviser les choses de cette manière, j'ai pu commencer à faire un peu de beats comme ça. Un peu comme si c'était le début de Super Saiyan, la première fois que des personnages rentrent en scène. Et après, c'était super facile du coup. Donc Miku Nakamura nous a rejoints sur une chanson et sa voix était tellement pure, tellement innocente qu'on s'est dit ça va être le moment où on sort de l'aspect sombre. Avant c'était très grunge, très rock, assez dark. Et puis tout à coup ça devient beaucoup plus libre. On a l'impression avec sa voix qu'on s'envole tellement sa voix est légère. Donc j'avais effectivement pas vu le trailer avant et j'avais besoin de composer avec tous ces aspects-là. Vas-y, termine. Pour revenir juste sur la partie collaboration, vous avez fourni les lyrics ou vous lui avez laissé la liberté pour les morceaux chantés en japonais, de chanter ce qu'elle voulait? J'ai écrit les mélodies et les paroles en anglais parce qu'elle était à l'époque en train d'enregistrer à Los Angeles. On a discuté par Zoom et c'est la première fois que j'ai fait un morceau de cette manière, en collaborant par Zoom. Mais j'avais vraiment le sentiment qu'elle était là avec moi dans la pièce. On avait cette cohésion qui a fonctionné tout de suite. Donc c'était une vraie collaboration, mais moi j'ai tout fait en anglais. Et ensuite elle me dit tu vois ça, j'aimerais mettre plutôt tel son, rajouter une rythmique en anglais mais qui fonctionne moins bien en japonais. Donc on faisait des allers-retours pour se mettre bien d'accord sur ok, est-ce qu'on peut changer un peu les paroles pour que l'intonation et le son puissent changer. Et moi je lui répondais voici l'aspect poétique que je voulais donner et je me base sur ce que tu me dis pour changer mes paroles. Donc voilà, j'ai tout écrit en premier et ensuite elle a traduit, elle a modifié un peu les choses. Diff. Oui, il n'y a pas énormément de rappeurs UK qui ont réussi à percer en France. Il y a quelques noms, genre Tiny Tempa, Stormzy ou récemment Central C, tu vois. Et est-ce que c'est des références pour toi? They're more inspirations because they're my peers, a lot of them, and I know Storms, I know Tiny. Je connais Tiny, c'est quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois. Et d'ailleurs, il m'a accompagné sur une chanson. Et Storm est un ami, mais aussi un fan. Et il respecte beaucoup mon travail. Donc je peux pas dire. Je peux pas dire qu'ils m'ont guidé d'une certaine manière, mais par contre, de voir la manière dont ils ont conçu leurs albums, avec les premiers albums qu'ils ont fait l'un et l'autre, et l'évolution vers Glastonbury a été une vraie inspiration dans leur carrière comme ça développée. Mais aussi, on vient du même endroit, on vient du même genre de lieu. Donc pour moi, c'est des pairs, c'est des amis. Et des gens que je respecte énormément. Et aussi l'intégrité avec laquelle ils mènent leur carrière. Soso. Moi j'ai une question, je voulais savoir le fait d'avoir fait ce son-là et de mettre un pied dans l'univers un peu animé, est-ce que tu penses que ça pourrait t'amener plus tard à faire un opening ou un ending d'animé? Est-ce que tu penses que c'est possible d'arriver jusqu'à ce gap-là? Yeah, for sure. I think it is possible. Definitely, because again, in the UK, there's no Parce one qu'effectivement, en Angleterre, il n'y a personne qui fait ce que j'ai fait. Je suis sûr qu'il y a eu des auteurs qui ont fait ça. Mais d'habitude, il y a les grands labels, les grands animés. Et en général, ils ne sont pas associés avec un artiste aussi célèbre que moi aujourd'hui.
Donc la collaboration avec Crunchyroll a été vraiment un effort commun. Ils ont également assumé qu'ils n'avaient jamais fait ça avant. Donc pour eux, c'était un peu un moment historique. Et pour moi, c'était clairement un rêve que je voulais voir se réaliser. Et comme ça s'est passé, et puis regardez, je suis quand même là, assis ici avec vous, je fais la promotion de cette chanson, on parle d'animé, et on ouvre les possibilités du possible dans l'animé. Alors je vois pas pourquoi je pourrais pas atteindre ce genre d'objectif. Du coup, juste une question, est-ce que tu connais Dan Dadan? Le manga Dan Dadan. Le manga Dan Dadan. Non. Dan Dadan. Yeah. Non. Dis-lui rapidement, en 2-3 phrases, ce que c'est. Oula, ça va être compliqué. A man who lost his zizi. Yeah, it's about a man who lost his penis. En gros, il y a un univers où il y a des extraterrestres et des esprits. Okay. Lui, il croit aux extraterrestres. Et il y a une fille qui croit aux esprits. Et chacun va se persuader l'un l'autre de ce qu'il croit. Sauf qu'en fait, lui, du coup, il va être possédé par un esprit. Et elle va être pourchassée par les extraterrestres. Ils ont fait un duo. C'est vraiment... Le pitch est un peu bizarre. Et en fait, l'esprit qui va le posséder lui a volé ses bijoux de famille. Mais en fait, c'est complètement barré. Moi, par exemple, il fait partie de mon top 3 actuellement avec Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man. Et c'est vraiment un gros ovni. Et il va sûrement y avoir un animé. Et je me dis, tu peux te placer pour l'opening ou l'ending quelque part, s'il te plaît. You want me to do an opening for Dan Dadan? Oui, avec le bon pont, s'il te plaît. Do you know what? If to anyone who works on Dan Dadan or is doing another season or whatever, just give me a call. Shout me. Appelez-moi, faites-moi signe. Si ça arrive sur Crunchyroll, ce serait bien. C'est sûr. D'ailleurs, est-ce que tu as un top 3 d'animés? Bien joué, j'allais la faire. On est connectés. Okay. Je sais que c'est pas facile. It always changes. Ça change tout le temps. Alors, pour t'aider, peut-être que tu peux faire un top 3 actuel et un top 3 old school. Si ça peut t'aider. Ok. Top 3 from now. Alors, d'aujourd'hui, je dirais Juju. What else? From now. J'aime aussi beaucoup en ce moment Shangri-La Frontier. Very into Shangri-La. I love isekai. J'adore le personnage. They trash isekai a lot, but je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. My anime trajectory. Parce que ma trajectoire d'animé était qu'avant j'étais à fond dans Final Fantasy, donc je suis à fond dedans. Final Fantasy, jeu vidéo ou Final Fantasy video game? The video games. Video games. Yeah, Which one is your is my favorite? Ooh, that's hard. Alors mon favori. He wanted me to say Seven so much. Il a envie que je donne des noms absolument. Je pense que Seven. The 8. I like 8. J'aime beaucoup 8. J'aime beaucoup leur système d'armes. And the gunblade and all of that. I love et puis les flingues avec des lames dessus, je trouve ça trop cool. Ensuite la 9. I think 9 has an epic story. Mais je pense que l'histoire de la 9 est dingue. But underrated. I think. Yeah. 9 doesn't get. Oui, as c'est much vrai light. que la 9, elle mériterait plus de crédit. 7, 9, 10, and I love 10 too. Donc la 7, la 9 et la 10. I love 10 too. La 10, j'aime beaucoup. Yuna and the gang. I love 10 avec Yuna et son groupe. Tout le monde n'a pas aimé celui-là. En vrai. Everybody didn't like this one, you know. Mais moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien. I would say. Pour les animés, donc t'as dit Jujutsu Kaisen, Shangri-La Frontier, and Blue Lock. Tu l'as dit à la japonaise en plus. Yeah, I'm a big Je suis un grand fan de Blue Lock. I used to play football when I was a kid. Avant, je jouais au basketball, and I used to be into sports massively. Enfin, je faisais beaucoup de sport, quoi. Et puis un peu de boxe et du karaté. Tennis. Du tennis. So when I see beaucoup de sport. loads. When I was young, quand j'étais jeune, quand j'étais really plus jeune. young, just to keep me active. Tu sais, pour rester actif en fait, parce que j'ai grandi dans un endroit où on peut très vite faire d'autres choses et faire des bêtises. Donc mes parents me poussaient à aller faire des activités et du sport. So now, as I grew up, et là, en grandissant, very much to do with there's an anime for this. Pour moi, attends, mais c'est génial, il y a un manga qui traite de ce sujet. Et ils font passer ça pour des super pouvoirs. Alors quand toi, t'as déjà joué ou déjà donné des coups ou tapé dans la balle d'une manière ou d'une autre, et que tu sais cette sensation de dire waouh, c'est vachement bien ce que j'ai fait. Et donc cette émotion que tu trouves dans le manga,
again, back to the sports is Je dirais que Hajime no Ippo. Oh, for sure. Hajime no Ippo en termes de sport, je pense que pour moi c'était un super. Tu sais que pour beaucoup de gens dans cette émission, you know that for a lot of people in that show, c'est le Hajime no Ippo, meilleur manga de sport de tous les temps. For real. Yeah, I'd agree with you Okay. there. Yeah, 100%. I've watched it twice. Like, Moi, je l'ai deux there's fois. like what 76 episodes or something like that. And 76 it's funny because the anime épisodes. changes, like animation and the quality changes Mais so much as it goes on. l'animation et sa qualité n'arrêtent pas So d'évoluer yeah, I would pendant say toutes les Hajime no saisons. Ippo old school. Hajime no Ippo. I Hajime don't know no if we're gonna call Ippo. Death Note old school. Are we gonna call Death Est-ce Note? qu'on dit que c'est du old 2006, donc, school? ouais, 2011. Si, c'est tout ce qui est en dessous de 2010, c'est If it's under en dessous de 2010, 2010, c'est old school. Ah, we can say it's old school. Okay. voilà, on est d'accord, c'est du old school. Ouais. Hajime no Ippo, Death Note. Death Note, Hajime no Ippo. Oh, this is hard. C'est trop dur, c'est trop dur. Oh. Ça veut dire que pour l'instant, t'as pas dit Dragon Ball. Hein. Ni Naruto. No. One Piece. No. Oh, tu me brises le cœur. Ni Naruto, il a pas dit Naruto. They still release now and they've got Mais other ils sont toujours franchises, so it's produits not aujourd'hui, necessarily- ils sont en ouais. franchise, These donc ones pour are moi like c'est pas vraiment des finished. vieux trucs. Alors They're moi je te done. parle de So, ceux qui sont Hippo, c'est finis. pas fini. Hippo isn't done. Ah, ça continue. Hippo. It Ah, continues. So, but Hajime no Oui, ça Ippo is continue, finished. mais Hajime no Hippo est terminé. Death Note is finished. Death ouais, Note c'est vrai, c'est est terminé aussi. Oh, what's the last one? Ah, Naruto, le c'est dernier, fini, hein. un vieux. Berserk. 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 Oh. I know what your genre is Je now. sais I le know genre what que your toi genre tu is. aimes. Maintenant j'ai une idée maintenant, je le déclare. No. Do you know what? No. Non, not attendez, Berserk, vous savez sorry. quoi? Pas Berserk. Sorry, not Attendez, Berserk. attendez. Soul Eater. Solitaire. Yeah. C'est old school, Solitaire. I have a title. Oui, Is that Ah, old d'accord, school? oui, c'est vrai. Regardez, Oh, j'ai même t'as le le tatouage. tatouage. Ah ouais. Ah I bien. love Soul Eater. Ah, Love Soul Eater. j'adore. Love Soul Eater. J'ai une question du coup pour Ça va- revenir ouais, sur le morceau que tu as fait, donc Long Time. Est-ce que ça va toi te mettre une Lifetime, pardon, ça va te tu vas partir dans cette direction-là pour un prochain album? I don't think so. I think I'm going to Je take pense elements pas, from it. non. And I'm really heavily getting into like having guitarists. Non, like, j'essaie de plus en plus de like faire rock travailler guitars des and guitares, really grungy des stuff to, guitares like, très grunge et just très drag and rock, create histoire depth and, like, d'avoir un peu plus de like profondeur dans wideness. ma musique et en même temps But, d'élargir un peu I think I'm gonna stick le genre to hip-hop, musical. though, Mais je pense que je vais because vraiment that's rester dans le this song hip-hop. was really- it was very Non, much a cette chanson, collaboration, c'était both in vraiment genre une and collaboration à la fois dans le genre, mais physicality. aussi dans le rapport It was avec les gens. crossing hip-hop with, Donc c'était like, J-rock un and croisement what we know entre of anime. J-rock, And because I ce qu'on composed connaît it, de I l'anime wanted to make et sure le hip-hop. that I was creating a crossover, not Et parce just que doing a hip-hop song. je le faisais, j'avais envie de faire vraiment un croisement, un lieu de rencontre entre les deux. Je voulais que ça colle avec l'image. Et je voulais pas faire quelque chose qui allait être compliqué à coller sur l'image parce que je voulais pas que les fans des animés, mais aussi mes fans perso, soient un peu gênés par ça. Donc je voulais vraiment faire un honneur aux choses qui existaient, rendre honneur aux choses qui existaient, mais y rajouter ma patte. Donc je pense que je vais vraiment retourner au hip-hop et peut-être garder quelques petits éléments, mais continuer à travailler avec ces musiciens, ça c'est sûr. Alors on va rester dans l'univers du manga So avec we're gonna Diff, stay in the anime qui a une chronique universe qui with s'appelle Poneglyph. Alors forcément c'est en rapport avec One Piece. Diff, est-ce que tu peux réexpliquer rapidement le thème de ta chronique à Chelingo? Ok, je suis le pont entre le manga animé et le hip-hop. Je décortique les punchlines, les paroles et les samples. Eh ben vas-y, c'est parti. Il ne s'agit que de ça. Il s'agit que de ça. Ok. Toute humilité. That's real though. Robin. Ah ça c'est mon jingle ça? Bah il me semble que c'est le moment pour toi là. Ok. Ouais. Autant pour moi. Bienvenue dans l'émission. Autant pour moi. Ok, donc je balance les samples originaux. Ouais. Vous essayez de les reconnaître. Ensuite je balance qui a samplé. Voilà. Ok, donc c'est parti. Bang. Je l'ai pas. Vous l'avez tous vu. C'est quoi? C'était Full Metal Alchemist. Oh mais oui. Oh là là. Crazy. Balance, Ben oui. balance le qui a samplé. C'est Currency. Ouais. Currency dans son album avec Alchemist sorti en 2011. Tu vois les bases. Incroyable. Du coup, ça allait bien avec FMA, quoi. Ouais. Exactement. Yeah. Deuxième.
Oh la honte. Bah c'est FMA. Ouais, c'est FMA Aussi. toujours. Encore FMA. Et là, l'artiste va te plaire. Balance. Sans que chez Lingo, là, une réaction, il est content. Hey, big up my brother Dave, man. Big up my brother Dave. Central C featuring Dave. Sur le dernier album de Central C, c'est totalement du full metal qu'ils ont samplé dedans. Big up Central as well, man. That's the homie, he's cool, man. Ouais, c'est un mec génial en plus. Ok, big up à lui. Le troisième. Sur Third Song. Ah, je peux dead. Attends, C'est Seiya je connais ce... Mais tu dis trop tôt. Pardon. Beautiful, man. Ça, Beautiful. c'est Abel, ouais. Ok, donc qui a samplé? Hey, regarde les graphes, c'est les beaux-arts qui décorent le chantier pendant qu'un frérot gagne. Donc on rappelle, c'était Senseiya. Voilà, c'était Vald de Aulnay-sous-Bois, sorti en 2014. Voilà. Vald, ok. Le deuxième là, celui-là il me dead comme jamais. C'est mon préféré. Enfin, ouais, l'avant-dernier. Vas-y. Envoyez mon frère. Non. Non, alors là, ils se sont trompés. D'accord. Ils ont gâté mon bail. Celui-là, là, totalement à poil zère quand j'écoute. Ah, toujours tout nu. Et donc voilà qui a samplé. Donnez-nous le nom du manga. C'est Cobra. Cobra. Ouais, c'est totalement Cobra. Cobra quand c'est badass là, à ce moment-là où il envoie son rayon delta. Le rayon delta. Ouais, c'est souvent les fins d'épisode quand il envoie ça, c'est avec l'homme de verre, tous les bails. Ah non, c'est incroyable. Regardez Cobra, c'est important. Et bon, qui a samplé, même si tu m'as spoilé, c'est pas grave. Un nouveau nom dans ta collection. On marche pas à la pression. J'ai bien l'impression. Faut pas qu'on pique. Bah, à l'ancienne, ça c'est pour les OG. Fred Connexion, featuring Fab. Si, on roule. C'est OG. Donc le dernier là. Juste savoir que là, on est dans les années 90 hein, sur ce morceau. Ouais, on est dans les années 90, voire début 2000. Ouais. Donc là, c'est même pas un son, c'est des punchlines qui ont été samplés. Ah, d'accord. Ouais, donc là, j'en vois. Normalement, si t'es un OG, t'es un 1900, tu peux deviner. Ok. Vas-y, on coûte au Noken à l'aveugle. Te trompe pas, vas-y. Capitaine Flamme, pour vous servir. Mais qu'attendez-vous de moi? Vos vêtements. Comment? Mes vêtements? Et quelques jours de silence. C'est pour cela que vous allez me suivre. Mais vous êtes fou! Lorsque Morgan apprendra ça... Il n'en saura rien, colonel. Bah oui, évidemment. Évidemment. Ok, vas-y, balance. Tout ce que je fais pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort. Qu'une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Mais vous êtes fou! Oh oui! Mais vous êtes fou! It's Belgium rap band ou sample. Oui, c'est un groupe belge, un rappeur belge qui a samplé. Rappelle-moi le manga. Capitaine Flamme. Qui a samplé Capitaine Flamme. C'est-à-dire que la phrase de Capitaine Flamme dans leur refrain. Mais en anglais, c'est Captain Future. Ah, le nom. C'est-à-dire que la gimmick du morceau de Benny B, mais vous êtes fous, bah, elle a été samplée des paroles de Capitaine Flamme. Incroyable. Même moi, j'étais comme un ouf. Ah ouais. J'ai bien aimé ton poneglyph. Oh, quel boulot, Diff, super. J'ai étudié les choses. Ah ouais, là, t'as étudié. Bon, doutais pas de ton travail, tu sais. Sauf quand tu te mets toi. Chilingo, c'était un vrai plaisir. C'était court, mais c'était un vrai plaisir de t'avoir. Est-ce que tu peux nous dire est-ce qu'un morceau arrive bientôt, peut-être pour 2024 ou fin 2023? Si tu peux pas. For me or with Crunchyroll? For me, okay. I'm still releasing new music for sure. Okay. Like 2024. Faire des sorties en 2024, ça c'est sûr qu'il y aura des nouvelles chansons. And we're independent now as well. Et puis on est indépendant aussi maintenant. C'est la première fois que je fais une musique indépendante. Alors évidemment, on va revenir ici pour faire la promotion. On est au bon endroit là, et ça va clairement, il va clairement y avoir de la musique en 2024. Et bah écoute, les portes sont ouvertes. On pourra parler manga plus longtemps une prochaine fois si tu viens. More avec next un grand plaisir. And we'll be very happy to have you again. Voilà, merci beaucoup. Yeah, thank you, bro. Merci Valentin, merci Soso, merci Diff, merci à Yous, à Face, à Crunchyroll, à qu'est-ce que j'ai oublié, à Shahid, à Maël, je crois que j'ai cité tout le monde.